ok, tu payes un gars pour faire ce que toi tu as décidé de faire, mais c'est pas lui qui va décider ce que toi tu vas faire de ton argent, enfin ce qu'il va faire de ton argent. En fait, quand on parle d'argent, je pense qu'il faut vraiment reprendre le contrôle sur ses finances, et c'est vraiment un truc qui est tellement important qu'il ne faut pas le déléguer à un mec qui va le faire à notre place, sous prétexte qu'il est meilleur que nous, plus intelligent, qu'il a plus d'expérience, etc. Tout le monde peut se former pour apprendre à gérer son argent et à l'investir. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast, encore une fois avec Geoffrey juste ici sur ma gauche. Donc aujourd'hui, on va parler, je te laisse dire le sujet du coup. Comment investir 1000 euros. Comment investir 1000 euros, voilà, donc comment du coup Non, je rigole, on va essayer quand même d'explorer un petit peu ça. N'oubliez pas encore une fois, très rapidement, et puis on démarre, de mettre dans les commentaires les sujets que vous voudriez qu'on aborde, de liker les commentaires des autres pour savoir un petit peu ce qui plaît, etc. Et puis du coup voilà, on peut démarrer sur comment investir soit ses premiers 1000 euros, soit ses prochains 1000 euros, par où commencer, quelles possibilités d'investissement on a, etc. Donc vas-y. Je te laisse démarrer puisque tu avais des sujets, il me semble. Ouais, c'est ça, ouais. Tout vu un petit peu déjà. On va travailler quand même minimum. Donc en gros, je voulais d'abord commencer sur le côté les profils d'investisseurs. Parce qu'on va avoir des personnes qui aiment énormément le risque, d'autres qui aiment justement vraiment la sécurité. Ouais. Et voir un petit peu définir ça dans un premier temps pour peut-être que des personnes qui ne savent pas vraiment où est-ce qu'elles se situent, elles puissent aussi s'y retrouver. Ok, voilà, je précise quand même que ce ne sont pas des conseils financiers. Oui, le petit teaser on a avant. Un débat entre nous et puis voilà. Bon, au moins vous êtes prévenus, c'est pas des conseils financiers. De toute façon, vous avez un disclaimer dans la bio, donc voilà, au cas où. Alors, en gros, le profil d'investisseur, ça va dépendre déjà de l'âge. C'est un facteur hyper important parce que en fonction de ton âge, tu vas peut-être pas en effet prendre autant de risques que si tu es jeune. Par exemple, si tu es âgé, tu vas peut-être pas prendre autant de risques que si tu es jeune et inversement. Et donc en fait, le profil d'investisseur, comme tu l'as dit, il y a soit généralement risqué pour avoir une performance plus, on va dire, plus performante et aller plus vite, ou alors moins risqué, être patient et du coup préférer en fait une stabilité dans son portefeuille, c'est-à-dire tu as moins de chances que ça fasse du x10, mais tu as moins de chances aussi du coup que ça fasse du moins x10. Oui. Donc voilà. Plus sécurisé. Et c'est vrai que généralement, en fait, ce qu'on appelle le portefeuille d'investissement. Donc un portefeuille d'investissement, c'est en gros la répartition des actifs que vous avez. Si j'ai 10% d'immobilier, 20% d'actions et le reste en cash, c'est mon portefeuille. 10% d'immobilier, 20% d'actions et 70% de cash. Ça, c'est un portefeuille. Donc le portefeuille d'investissement, en fait, quand on va parler d'investissement, on va parler de portefeuille de manière générale. Parce qu'en fait, c'est pas l'investisseur qui prend des risques, c'est le portefeuille qui est exposé plus qu'un autre. Donc, qui est plus assujetti au risque, tout simplement. Et donc en fait, en fonction de l'âge, de ton caractère, etc. aussi, on peut créer en fait des portefeuilles en effet plus élevés, mais je pense que, enfin plus risqués. Mais je pense que l'âge, ça reste un critère hyper important. Donc. Et également pourquoi on investit. Mais c'est vraiment très 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 personnel pour le coup. Et pour revenir un petit peu sur l'âge, pourquoi est-ce que c'est ultra important? C'est par rapport à ton capital que tu as accumulé, que tu as peut-être épargné? C'est quoi le critère en fait? En fait, si tu veux, j'ai envie de dire que quand tu commences à prendre un peu plus d'âge, c'est plus risqué. En fait, tu as beaucoup plus de risques. Imaginons par exemple tu fais un investissement et tu perds ta somme, parce que quand on parle d'investissement, on parle il y a toujours le mot risque qui est collé à ça, et il n'y a aucun investissement qui ne présente zéro risque. Plus tu as un gain élevé, généralement plus le risque est élevé, etc. Et quand imaginons tu as 70 ans et tu veux faire un investissement et tu mets tapis, genre c'est soit tu fais x10 soit tu perds tout, voire tu es endetté. C'est pas pareil si tu as 70 ans que si tu as 20 ans, parce que tu as une vie pour te refaire, entre guillemets. Alors que quand tu as 70 ans, c'est un peu plus compliqué, tu vois. En plus de ça, tu auras probablement plus de dépenses, etc. Tu travailles moins. Donc voilà. Donc en fait, généralement, il y a beaucoup d'investisseurs, notamment aux États-Unis, comme Warren Buffett, etc. Même si Warren Buffett va pas conseiller ce que je vais dire là, mais voilà. Qui vont dire en fait, essayer. Il y avait vraiment un portefeuille qui était très connu, c'est le fait de dire que tu mets ton âge en obligation. Donc en gros, pour expliquer les obligations, c'est on va pas trop rentrer dans les détails, mais en vrai, une obligation, c'est une dette qu'une entreprise ou un État vous doit.
Donc par exemple, tu vas donner 1000 euros à la France par exemple, et la France, parce que la France a besoin d'argent, donc elle va émettre des obligations. Les investisseurs vont lui prêter de l'argent plutôt, 1000 euros par exemple, et après du coup la France va te rembourser dans X temps, donc c'est eux qui décident quand ils émettent l'obligation, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, et entre temps tu as des intérêts. Donc par exemple tu donnes 1000 euros, dans 10 ans on te rend tes 1000 euros, et pendant le temps où tu as prêté cet argent, la France, du coup, un État, ça peut être une société aussi, mais dans ce cas-là, dans l'exemple que je prends, c'est un État, va te va te donner des intérêts comme quand tu empruntes auprès d'une banque. Okay. Et en fait, il y avait un portefeuille qui était expliqué, que beaucoup d'investisseurs ont suivi, qui était le fait de dire, tu prends autant d'obligations qu'il y a que tu as de bougies sur ton gâteau, en fait, tout simplement. Parce que les obligations, quand on réfléchit bien, tu sais ce que je disais là, c'est que c'est ultra safe dans le sens où c'est l'État qui te doit de l'argent. Donc, à part si l'État fait faillite, normalement, tu devrais récupérer ton argent. Donc, il y a des obligations qui sont plus ou moins risquées. On pourra rentrer dans les détails après si tu veux, mais il y a des obligations plus ou moins risquées. Mais à part si, justement, l'État fait faillite, tu récupères ton argent, puisque c'est un prêt. Forcément. Okay. Et en plus, tu as des obligations qui sont couvertes de l'inflation. Donc, même s'il y a de l'inflation, en fait, elle va augmenter. La valeur de l'obligation va augmenter. Et voilà. Donc, dans tous les cas, tu récupères la somme que tu as mis. Et donc, en fait, plus tu vieillis, plus on te. En tout cas, cet exemple-là, plus on te recommande de mettre d'obligations dans ton portefeuille parce que, voilà. Donc, si tu as 70 ans, c'est 70-30. Si tu as 20 ans, c'est 80-20, etc. Ok. Voilà. Mais bon, après, là, c'est que la bourse pour le coup. Oui. Je pense que ça peut être intéressant aussi de parler de toutes les classes d'actifs aussi, peut-être. Tu vois, c'était ma question d'après. C'était pour qu'on pose un petit peu les bases, qu'on définisse qu'est-ce que c'est un profil, qu'est-ce que c'est aussi un investissement, et aussi, du coup, quels investissements sont possibles. Qu'on les regroupe, parce qu'on va pas faire la liste exhaustive. Non, mais c'est clair. Voilà. Mais qu'on puisse les regrouper, typiquement, bourse, voilà. Alors pour moi, il y a investissement business, bourse, IMO. Ouais. Okay. En vrai, pour simplifier, je pense que c'est les plus connus, les plus accessibles, les plus simples. Voilà. Un business, bourse ou IMO. Okay. Donc déjà, après, à partir de là, je pense qu'en fonction du profil de la personne, ça va dépendre vers où on va aller. Business, c'est plus, tu as déjà un business, tu veux développer une activité et tu te dis, vas-y, j'ai envie de faire croître mon activité, c'est le truc qui me fait vivre, etc. Donc, je vais investir plus d'argent dans mon business, pourquoi pas. Ça peut être dans des connaissances, etc. Bourse, du coup, je pense qu'on en reparlera après. Actions, obligations, ETF, etc. Donc, on va acheter, on va apporter notre valeur dans des sociétés, par exemple. Et IMO, il y a plein de manières de le faire, mais voilà, l'IMO, je pense qu'il n'y a pas besoin de le définir. Tu achètes un appart, tu le loues, etc. Ouais. Ok. Et donc, il y a aussi un système de répartition. C'est un peu lié au profil du risque. Est-ce que pour toi, il y a quand même une répartition qui est intéressante en fonction peut-être des tranches? On va prendre une tranche un peu jeune, un peu au milieu de la vie, et puis plus tard. En fait, le truc, c'est que quand on parle de répartition, encore une fois, ça dépend de chaque personne. Tu vois, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de ce que tu veux. Il y a des répartitions. Quand on parle de répartition, c'est la part de chaque actif dans un portefeuille. Pour clarifier, tu as un portefeuille qui fait donc au total 100%. Tu mets 10% d'actions, 20% d'immobilier, etc. Quand on parle de répartition, en fait, il faut bien avoir en tête que ça dépend du profil d'investisseur. Donc, est-ce que tu es risqué ou pas? Et donc, du coup, de plein de facteurs. Ça peut être vraiment le portefeuille, en réalité, il peut être vraiment très, 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 très large. Et ça dépend, est-ce que tu es prêt à prendre des risques ou pas? On peut, pour vraiment aller en profondeur, tu vois, on peut répartir, par exemple, tu peux avoir un portefeuille où tu as 30% d'immobilier, 50% d'actions et le reste en cash. Et dans les actions, tu as encore une répartition. Sur ta part action, tu as 10% d'Apple, 20% d'Amazon, etc. etc. Pareil dans l'immobilier, etc. Le principe de la répartition, normalement, si on prend la base, c'est faire de la performance tout en sécurisant son patrimoine. Okay. Pourquoi on répartit? Pourquoi on ne met pas all-in sur une société? C'est parce que justement, si cette société baisse, tout notre portefeuille baisse. Et donc, l'intérêt, en fait, est d'avoir des actifs qui ne sont pas corrélés. C'est-à-dire, quand tu en as un qui monte, l'autre baisse. Et quand celui-là monte, lui baisse. Ouais. En fait, l'idée est de trouver des choses comme ça qui ne sont pas trop corrélées. Corrélées, ça veut dire qu'ils vont dans le même sens. Quand l'un monte, l'autre monte.
Mais s'ils ne sont pas corrélés, ça te permet de lisser en fait ton portefeuille pour avoir quelque chose qui est plus lisse en fait, tout simplement, qui est moins volatile, etc. Et donc c'est risqué c'est dangereux entre guillemets d'avoir un portefeuille volatile parce que c'est là où tu vas pouvoir en fait prendre des mauvaises décisions parce que tu vas réagir sous l'émotion. Ok. Donc, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, le premier truc à faire, parce que le sujet c'est investir 1000 euros pour reprendre le sujet. Parce que là on commence à parler de beaucoup de choses. On veut investir 1000 euros. Premièrement, on définit son profil d'investisseur. Donc combien je suis prêt à perdre ? Pour moi c'est la première question à se poser. Donc quand on parle d'investissement, je tiens quand même à préciser une chose, c'est que pour moi la base de la base de la base de la base, c'est prendre de l'argent pour se former. On va partir du principe que les personnes qui nous écoutent sont déjà formées sur l'actif dans lequel elles vont investir. On est d'accord ? Ouais. Parce que vous n'allez pas investir 1000 euros dans un truc que vous ne connaissez pas, tu vois, genre ça me paraît logique. Donc, ouais, mais ça l'est pas tant. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que là, j'ai une personne qui est proche donc, de mes parents, et elle a posé une question à ma mère qu'elle voulait me poser, et c'est comment j'investis en crypto et qu'est-ce que j'investis en crypto ? Ouais, mais alors elle s'est posé la question comment j'investis en crypto ? Ouais, mais elle me la pose à moi qui vais lui expliquer comme ça rapidement. Et enfin, tu vois, c'est plus le côté ok, tu demandes peut-être à une première personne, mais regarde quand même, creuse un petit peu le truc. Aujourd'hui, tu as YouTube et ce sera peut-être même plus utile qu'elle aille sur YouTube que moi je lui dise juste. Ouais, et encore, le problème de YouTube, alors YouTube, tu peux trouver des très bonnes informations, mais tu peux aussi trouver des informations complètement pourries, ou alors qui sont plus d'actualité, ou alors qui sont données trop vaguement et donc qui vont pas assez dans le détail, et donc par rapport à ta situation en particulier, tu vois, c'est pas assez clair. Alors, au-delà même juste du conseil d'investir dans telle chose, tu vois, c'est comprendre le mécanisme de ça. Surtout, je trouve, avec les cryptos. Enfin, c'est un peu pareil avec la bourse, tu vois, c'est important de comprendre. Mais tout, n'importe quoi. En fait, voilà, il faut dans tous les cas être certain de ce qu'on fait. On doit savoir ce qu'on fait. Quand on parle d'argent, il y a pas plus. Enfin, assez récemment, il y a une personne qui est venue me demander, en fait, elle avait une somme d'argent, elle voulait l'investir. Elle m'a dit, bah Rémi, qu'est-ce que t'en penses, etc. Est-ce que je dois prendre comment on appelle ça, un gestionnaire de patrimoine ou un conseiller en investissement, etc. Moi, je lui ai dit, honnêtement, la meilleure décision que tu pourrais prendre, au lieu de passer par un conseiller en investissement ou gestionnaire de patrimoine ou je ne sais quoi, c'est paye pour apprendre toi-même. Et si après tu veux déléguer, ok, tu payes un gars pour faire ce que toi tu as décidé de faire. Mais c'est pas lui qui va décider ce que toi tu vas faire de ton argent, enfin ce qu'il va faire de ton argent. En fait, quand on parle d'argent, je pense qu'il faut vraiment reprendre le contrôle sur ses finances. Et c'est vraiment un truc qui est tellement important qu'il ne faut pas le déléguer à un mec qui va le faire à notre place, sous prétexte qu'il est meilleur que nous, plus intelligent, qu'il a plus d'expérience, etc. Tout le monde peut se former pour apprendre à gérer son argent et à l'investir. Et la première chose à faire, même si après on veut le déléguer, pas de souci, c'est comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça marche, etc. C'est le truc le plus important qu'on pourrait dire dans ce podcast. Et donc, oui, payer pour se former. C'est vraiment le truc le plus important. Et c'est vrai qu'on ne peut pas investir dans des choses qu'on ne comprend pas. Ouais. C'est la règle d'or, c'est investir dans quelque chose que je comprends. Moi, avant de mettre mon premier euro en crypto, d'ailleurs, le premier achat que j'ai fait en crypto, pour reprendre cet exemple, c'était 10 euros. 10 euros parce que je voulais juste être sûr, ok, comment ça marche, quels sont les concepts, enfin, comment concrètement tu achètes de la crypto, puis une fois que tu l'as, comment tu l'échanges, comment tu l'envoies, comment tu la retires, comment tu reprends de la crypto vers l'euro, etc. Et donc, avant de mettre mes propres 10 euros pour faire mes propres tests, j'ai quand même bien voulu comprendre c'était quoi la blockchain, tu vois, comment ça fonctionne, comment c'est sécurisé, mon argent, qui gère l'argent, tu vois, si je veux le récupérer, comment ça se passe, quelles sont les garanties, machin. Donc j'ai vraiment payé plusieurs formations pour comprendre. Ensuite, j'ai mis 10 euros pour passer de la compréhension à la pratique. Et une fois que j'ai compris la pratique, après, j'ai pu aller plus loin, investir plus, etc. Mais jamais de la vie, je me serais dit « Ah tiens, les cryptos, c'est intéressant. Si je donnais 1000 balles à un gars qui allait investir pour moi, tu vois. » Non, jamais de la vie. Tu vois. Donc, comprendre, c'est vraiment le truc le plus important. Et c'est ce que je voulais dire, c'est avant de faire n'importe quel investissement, il faut, dans tous les cas, se former. Et donc, on part du principe qu'on s'adresse à des personnes qui savent de quoi on parle, enfin, qui sont formées de base. Quand je dis formées, c'est comprendre la technique, comprendre la stratégie, comprendre que ça s'adapte à sa situation, etc. etc. Okay. Donc là, on parle de comment investir 1000 euros.
Donc, on pourra définir également investissement, de quoi on va parler dans ce podcast quand on parle d'investissement. Comment investir 1 000 euros, mais en partant du principe que vous êtes formé. Tu vois, enfin, genre, c'est hyper important. Soit logique et bien fait, quoi. C'est aussi ça. Ouais. Parce que c'est souvent mal fait. On le voit quand même. De temps en temps, c'est très souvent mal fait. C'est bien souvent mal fait. Et puis après, tu vois, quand quelqu'un va regarder une vidéo sur YouTube, puis investir, après, il va dire « Ouais, mais tu m'avais dit de faire ça, machin, etc. » Non, moi, je t'ai rien dit du tout. Tu te débrouilles, tu vois, tu te formes et ensuite, tu fais. Donc, c'est très important. Donc, du coup, comme je disais, la base, définir son profil d'investisseur, combien je suis prêt à perdre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études un petit peu qui ont été faites là-dessus qui montraient que l'humain normal, le gars moyen, est prêt à perdre généralement maximum 20% à peu près. C'est-à-dire psychologiquement. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre le principe parce que l'investissement, c'est énormément de psychologie. Quand on veut investir, d'ailleurs, c'est Tammy Cabage qui parle beaucoup de ça. Moi, je pense que Tammy Cabage a des très très bons conseils d'investissement. Il faut, je trouve que c'est très pertinent ce qu'il fait, donc c'est pour ça que j'en parle aussi. Je parle de lui aussi ici. Il a écrit des livres sur la psychologie de l'investissement, la psychologie des traders, etc. Donc c'est assez intéressant de regarder ça. Mais en gros, il faut comprendre que l'investissement, quoi qu'il soit, business, immo, bourse, c'est presque que de la psychologie. Et je vais prendre l'exemple de la bourse, même si après on parlera d'IMO, mais je vais prendre l'exemple de la bourse parce que 1 000 euros, en vrai, si on y réfléchit bien, l'IMO, je pense qu'on peut le mettre de côté pour 1 000 euros. Ça me paraît compliqué. Alors, on va pouvoir investir en IMO via l'intermédiaire de la bourse, on va en parler. Mais aujourd'hui, j'ai acheté un appartement récemment en France, tu vois. Il n'était pas très cher en plus, c'était un projet à 140 000 euros, tu vois. Et j'ai dû mettre 10% d'apport, tu vois, de base, parce que tu dois, dans tous les cas, payer le notaire. Et la banque va te demander en fait de faire un apport, etc. Enfin bref. Donc 1 000 euros, à part si peut-être il y en a qui disent oui, on va faire des prêts à 110%, machin, etc. Ok, peut-être. Moi, j'avais pas envie de me prendre la tête à passer 6 mois, machin. Et ça me paraît un peu compliqué quand même, tu vois. Donc, mais bref, je pense que c'est possible. C'est faisable. Moi, j'ai pas réussi, entre guillemets, j'ai pas cherché à me faire prêter à 110%, donc je peux pas en parler. Donc voilà, mais pour moi, quand même dans tous les cas, si tu as 1 000 euros, je suis pas certain que l'IMO ce soit la meilleure solution, tu vois, pour démarrer. Je suis pas certain. En tout cas, c'est mon avis. Ensuite, donc l'IMO, on peut le mettre de côté. Par contre, on va pouvoir investir en IMO parce que l'IMO est très intéressant pour diversifier un portefeuille en l'occurrence. Mais on va pouvoir investir dans l'immobilier à travers la bourse. On pourra en reparler juste après. Ce qu'on appelle l'IMO papier en fait. Donc on le met de côté. La bourse, ce qui est bien, c'est qu'on peut démarrer avec rien. Tu peux démarrer avec 10 balles, avec 10 euros. Tu vois, tu peux commencer à investir. Et le business également. Puisque le business, tu peux investir ces 1 000 euros dans du coup de la publicité, dans des logiciels, dans des personnes qui vont faire des tâches pour t'aider, etc. Dans du matériel, tu vois, par exemple un micro, une caméra, etc. Donc voilà. Donc on va pouvoir parler je pense de ces deux choses, bourse, business. Dans tous les cas, il y a énormément de psychologie, surtout la bourse. Parce qu'en fait, il faut comprendre que le marché financier évolue de moins en moins avec du concret, mais beaucoup plus en fait avec l'humain. Parce que qu'est-ce qui fait que la bourse monte et descend ? Qu'est-ce qui fait que une action comme Tesla s'est envolée pendant le Covid alors que d'autres en fait se sont cassés la gueule, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le fait que Tesla est 10 fois plus rentable que Mercedes, tu vois. Ça a juste à voir avec le fait que Tesla est à la mode. Et vu que c'est à la mode, les gens l'achètent. Vu qu'il y a de plus en plus de gens qui l'achètent, eh ben, le prix augmente et donc la valeur explose. Et donc ça vaut plus cher et donc ça monte. Mais si demain tout le monde dit bah, Tesla c'est pourri, tout le monde vend, Tesla baisse. Même si c'est la société la plus rentable du monde, ça baisse. Et donc en fait le truc qu'il faut comprendre c'est que on est tous assujettis à ça. On peut tous se prendre un choc psychologique dans la tête. Ou en mode, tu avais ton portefeuille, tout s'est bien passé pendant 10 ans, tu vois. Genre vraiment pendant 10 ans, ton portefeuille monte. Et un jour, il y a un crack, une crise comme en 2008 avec les subprimes, tu vois, et il baisse de 50%. Tu vois, genre tu as mis 10 ans pour arriver à, je sais pas, 50 000 euros, et en un mois, boum, ça passe à 25. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors il y a des solutions pour se protéger de ça, hein, c'est pas forcément comme ça.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens, il y a des études qui ont été faites, n'accepteront pas, ne pourront pas encaisser une baisse de 20% de leur portefeuille. 20% et plus. Donc en gros, tu as 1000 euros. Quand tu vois que tes 1000 euros sont devenus 800 euros, c'est là où les gens commencent à avoir la goutte au front, tu vois, commencent à un peu paniquer, à un peu stresser, machin. Qu'est-ce que je dois faire ? Je comprends pas pourquoi ça a baissé, machin et tout. Je pensais pas que ça baisserait. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'en rachète plus ? Est-ce que je vends, etc. Donc bref, ils vont stresser. Là, l'émotion prend le dessus et tu prends des mauvaises décisions. Voilà. Donc premièrement, prendre conscience de ce facteur risque qui est réel, peu importe l'investissement, et donc se poser la question avant même d'investir, combien je suis prêt à perdre. Parce qu'après, en fait, on va pouvoir définir des stratégies en fonction de ça. Si on est un profil risqué et qu'on est prêt à perdre jusqu'à 50%, en gros, qu'est-ce que ça veut dire prêt à perdre ? Ça veut dire que même si ça baisse de temps, tu restes investi. Rester investi, ça veut dire que tu ne vends pas. Parce que quand tu as une stratégie d'investissement, moi, c'est ce que je fais, je vois sur le long terme et je sais que même si ça baisse à court terme, sur le long terme, ça monte. Parce qu'en fait, on le sait, il y a des crises, entre guillemets, tous les 2-3 ans à peu près, des petites crises qui vont faire baisser le marché. Par exemple, le Covid, par exemple, j'en sais rien moi, une faillite bancaire comme on le voit, l'inflation, etc. Bref. Donc tous les 2-3 ans, on va avoir des mini-crises qui vont faire baisser un peu le marché. Et des grosses crises tous les 7, 8, 10 ans à peu près, comme les subprimes, comme il y a eu en 29, comme des grosses crises, tu vois, majeures entre guillemets, qui peuvent toucher le monde entier ou plusieurs pays, ou voilà, où vraiment ça va fortement baisser. Aussi. Et différents secteurs, etc. Même si dans tous les cas, il y a toujours en temps de crise des secteurs qui montent. Peu importe la crise, même si le marché global baisse, il y a toujours un moment des secteurs qui montent. Le Covid, par exemple, il y a le pétrole qui a énormément baissé pendant le Covid. Mais le pharmaceutique, ça n'a pas baissé spécialement, tu vois. Et à l'inverse, après le Covid, le pétrole a explosé, tu vois. Donc voilà. Donc, dans tous les cas, en fait, il y a des trucs qui, quand il y a une crise, il y a des trucs qui montent, etc. Qu'est-ce que je disais du coup Donc voilà, définir combien on est prêt à perdre, parce que ça veut dire que si tu atteins ce seuil, tu vas commencer à paniquer et vendre. Et ce qui est sûr, c'est que quand tu déclares une perte, tu déclares une perte. C'est-à-dire que si tu as investi 1000 euros et que donc tu mets ces 1000 euros pour acheter, par exemple, 10 actions à 100 euros. Si maintenant ces actions, tu en as toujours 10, parce que ce que tu as acheté, c'est 10 actions, c'est pas 1000 euros d'actions, c'est 10 actions ce que tu as acheté. Enfin, tu as 1000 euros d'actions, mais tu m'as compris. Quand le marché, un an plus tard, baisse, et tu te retrouves avec tes 10 actions, mais ces 10 actions, maintenant, elles valent plus que 800. Le truc, c'est que si tu décides de vendre à ce moment-là, tu as en effet déclaré une perte de 200 euros. Tu as perdu 200 euros, c'est un fait, tu les as perdus. Mais tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu 200 euros. Techniquement, la valeur affichée a baissé, mais tu as toujours 10 actions. Tu vois ? Bien sûr. Genre, si tu achètes 10 paquets de sucre, même si la valeur du paquet de sucre baisse, tu as toujours 10 paquets de sucre. Tu vois ? Toujours. Donc, le truc, c'est que, ok, la valeur a baissé, mais tu as toujours 10 actions. Ça veut dire que tant que tu ne les vends pas, tu as ces 10 actions. Et donc, c'est pas parce que au bout d'un an que ça baisse que ça ne va pas remonter après. Parce que tu as toujours ces 10 actions. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comprendre que on est tous différents par rapport au risque. On a tous plus ou moins, en gros, une propension au risque. Et donc, si tu es quelqu'un qui est très stressé, ça va être difficile de te dire je vais me prendre un portefeuille où ça peut baisser de 50%. Parce que dès que ça va baisser de 10% ou 20%, tu vas vendre et tu vas déclarer une perte. Alors que si ça va, tu te dis ok, moi 20% c'est bon. Même si ça baisse de 15, tu te dis ok, c'est pas grave. Moi, ma limite c'était 20, ça baisse de 15, je reste investi, je ne vends pas et on continue. Et en fonction de ça, on va pouvoir définir un portefeuille qui va, en se basant sur ce qui s'est passé historiquement sur le marché depuis 100 ans, définir un portefeuille en fait qui va nous éviter d'atteindre cette limite et donc de prendre des décisions émotionnelles qui pourraient en effet nous faire des conneries avec notre portefeuille. Donc je précise juste un truc, après je te laisserai. Je précise juste un truc, c'est que moi je ne parle pas de trading. On ne parle pas de trading ici, on parle vraiment d'investissement. Pour définir l'investissement, on a une somme.
qui est là, qui ne sert à rien, qui est dans un compte en banque, qui perd de la valeur à cause de l'inflation. On veut la placer et on voudrait la placer pour qu'elle nous rapporte et qu'elle garde donc déjà sa valeur et qu'elle nous rapporte de manière passive, etc. Donc on ne parle pas de faire du trading, on ne parle pas de créer un nouveau travail. On parle juste de prendre une somme et de la prendre d'un compte bancaire, caisse d'épargne, crédit agricole, ce que vous voulez, de prendre cette somme du compte bancaire pour la mettre ailleurs où ça va rapporter de l'argent plutôt que d'en perdre à cause de l'inflation. Ouais. Et justement, je voulais rebondir par rapport à ça, mais j'ai oublié. C'était justement le fait c'est que ce soit totalement passif. C'est ça la chose aussi. Donc après, il y a des investissements qui ne sont pas totalement, justement, à l'IMO, on en a déjà parlé une fois. Mais là, le but, c'est vraiment de déplacer cet argent vers un endroit où il est. Alors oui et non, mais pas forcément, parce qu'en vrai, tu vois, l'IMO, c'est pas totalement passif, ça reste un investissement. Oui. Le business aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ok. Ça reste, tu vois, ça peut être un choix d'investir son argent dans quelque chose qui n'est pas ultra passif. Okay. Mais en l'occurrence, investir, pour moi, le trading, c'est pas réellement de l'investissement. Enfin, c'est de l'investissement, mais c'est plus business. C'est plus business pour le coup. Ouais, c'est business. Parce que quand je parle d'investissement, je parle vraiment, tu vois, j'ai envie de m'adresser aux gens qui ont un peu d'argent de côté et qui voient qu'il y a de l'inflation et que cet argent perd de la valeur. C'est un fait, tu vois. Ouais. Tu as 1000 € aujourd'hui, dans un an, s'il y a eu 5% d'inflation, ben, tu ne peux plus. Enfin, tu peux acheter avec ces 1000 € 5% de moins de biens dans la société, etc. Et donc, en fait, je m'adresse à ces personnes qui veulent placer leur argent et être serein. Tu vois, genre juste, je veux pas me créer un nouveau business. Je veux pas non plus faire des trucs du x10, tu vois, comme en trading. Je veux pas non plus prendre trop de risques, mais j'ai pas envie de laisser mon argent dans un compte bancaire. Où déjà ça ne sert à rien, ça perd de la valeur et le livret A ne couvre même pas l'inflation. Donc c'est ridicule. Ou alors tous ces plans d'investissement où tu dois bloquer ton argent pendant 6 ans, tu gagnes 3 balles à la fin, si tu les en plus t'es imposé dans tous les cas. Non, c'est, tu vois. Donc trouver d'autres solutions où ça peut être plus intéressant. Ok. Et donc justement, pour revenir sur l'émotion, est-ce qu'il y a des techniques aussi peut-être pour mieux gérer ces émotions ou justement passer au-dessus, tu vois ? La formation. Je pense qu'en fait, la gestion des émotions vient pour la plupart des gens d'un manque de connaissances, de compréhension, etc. Si tu sais de quoi on parle, si tu comprends comment le marché fonctionne, alors je dis pas que tu vas pas être touché émotionnellement, mais vu que tu comprends mieux le marché, tu comprends de quoi on parle, tu te dis ok, c'est normal que ça baisse en fait. Genre la baisse fait partie du truc. Peu importe l'investissement. La baisse fait partie du jeu. Oui. Tu vois, et quand tu comprends ça, mais quand tu comprends à quoi également sert la baisse, parce que la baisse du marché, par exemple dans la bourse, c'est utile. Parce que le gars qui a une vision long terme, c'est pour lui le meilleur moment d'acheter plus parce qu'il achète à prix soldé. Oui, bien sûr. Tu vois ? Et donc la baisse, c'est intéressant. Et heureusement qu'il y a des baisses, parce que sinon on achèterait toujours au top, machin. Et voilà. Donc la baisse reste quand même utile. Tu achètes à un plus bas, et c'est ça qui te permet derrière, quand tu achètes peu cher, de revendre plus cher. Donc ça a baissé, tu achètes bas, et ensuite tu revends quand c'est plus cher. Okay. Bon, ça, je l'explique comme ça. Dans la théorie, c'est plus compliqué, mais enfin dans la pratique, c'est plus compliqué. Dans la théorie, c'est simple. Mais voilà. En fait, quand tu et éduqué, quand tu comprends de quoi on parle, c'est beaucoup plus facile et simple de comprendre et d'avoir moins d'émotions liées à tes investissements. Ouais, c'est basé sur la connaissance. Ouais. Ok. Et justement, si on parle un petit peu du côté business, aujourd'hui, donc 1000 € en business, donc ça dépend. Enfin voilà. Ok, mais justement, quels sont les moyens justement d'investir dans ton business ? Est-ce que tu peux investir en bourse avec ton business ? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question. Est-ce que tu vas investir dans de l'IMO dans ton business ? Est-ce que tu investis tout simplement sur le côté, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, publicité, acquisition de clients, etc. Alors en fait, c'est une bonne question. Investir dans le business, y a plein de solutions à faire. Je pense qu'au début, moi, si je démarrais de zéro, c'est la première chose que j'aurais fait. Parce qu'en fait, je pense qu'avant d'investir dans des choses qui sont passives, comme la bourse par exemple, c'est mieux d'investir dans des choses qui sont beaucoup plus actives, comme un business, comme un travail. Par exemple, tu vois, pour gagner, avant d'avoir de l'argent à investir, il faut peut-être avoir de l'argent qui rentre. Donc si tu suis le chemin classique, tu investis dans des études pour pouvoir ensuite récupérer le fruit de cet investissement et
plus tard avoir de l'argent à investir dans la bourse ou dans l'IMO, qui est pour le coup beaucoup plus passif. Moi, c'est vrai que si je démarrais de zéro, tu vois, j'investirais beaucoup plus dans un business parce que l'effet de levier est plus important. Tu vas investir dans le business, tu vas te créer de l'argent, une source de revenus, et de cette source de revenus, tu vas pouvoir investir un petit peu tous les mois dans d'autres classes d'actifs, l'immobilier, la bourse, que tu veux. Mais investir dans le business, ça reste hyper intéressant. Maintenant, donc, pour répondre à ta question, dans quoi on peut investir dans le business ? Je pense qu'il y a donc clairement la connaissance, pour moi, c'est le premier truc. C'est le truc avec le retour sur investissement le plus important et surtout un retour sur investissement à vie. C'est-à-dire que théoriquement, le retour sur investissement est illimité quand tu investis dans de la connaissance. C'est infini, tu ne peux pas le calculer. Comment savoir ce que m'a rapporté une formation que j'ai payée 1000, 2000 euros au cours de ma vie ? C'est impossible parce qu'en fait, si ça se trouve, on m'a donné un truc, un déclic qui m'a servi là tout de suite, mais qui me servira aussi dans 5 ans, qui me servira dans 10 ans, qui me servira toute ma vie parce que c'est là, c'est dans ma tête. Tu vois. C'est pour ça que j'ai toujours eu du mal avec les mecs qui demandent des remboursements de formation parce que je pense que les mecs n'ont pas capté un truc en fait. De base, quand tu demandes un remboursement de formation, c'est que ton mindset est un petit peu moyen parce que ça veut dire que tu n'as pas compris que la connaissance était un truc déjà qui allait rester dans ta tête mais qui était là, tu vois. En fait, il faut comprendre un truc dans l'investissement dans la connaissance, c'est que parfois, tu vas faire le lien avec une formation que tu as prise en achetant une deuxième. Mais si tu n'avais pas acheté la première, tu n'aurais pas compris la deuxième. Et ça, il faut bien le comprendre parce qu'il y a des gens qui vont par exemple, dire « Ouais, j'ai acheté une formation, celle-là, elle m'a rien appris. La deuxième était bien meilleure que la première. » Ouais, mais si tu as compris la deuxième, c'est peut-être parce que la première t'a donné les bases. Tu vois. Donc, en fait, quoi qu'il arrive pour moi, si tu choisis bien la personne, investir dans la connaissance, ce sera toujours le truc le plus puissant. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, on va partir du principe que ça, c'est acquis pour les gens qui nous écoutent. Okay. Même si je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tout le monde, mais on part du principe que c'est acquis. Ensuite, dans le business, le deuxième truc, c'est... Alors, ça dépend du business, mais dans tous les business, tu as des fondamentaux. Si c'est de la restauration, ce sera probablement le lieu d'emplacement et les matières premières. Tu vois, ça va être difficile de servir un poulet si tu n'as pas de poulet. Tu vois, donc, voilà. Donc, la matière première, donc le stock, du coup, et l'emplacement, éventuellement le personnel, et encore parce que si tu es tout seul au début, tu peux le faire toi-même. Si on est dans un business type business en ligne, ça va être clairement les logiciels. Les logiciels, c'est on va dire, les fondations d'un business en ligne. Donc, quel outil tu utilises pour envoyer tes mails, pour rédiger tes pages de vente, etc., etc. Les réseaux sociaux, etc. Après, voilà, ça dépend de tous les types de business, mais premier investissement, investir dans les fondamentaux. Qu'est-ce qui fait que ton business est solide, fonctionne et peut tourner ? Ensuite, second investissement, acquisition client. Donc, trouver un moyen d'acquérir des clients, donc investir plus dans la publicité, investir plus dans des moyens financiers, investir plus peut-être dans des commerciaux, j'en sais rien, investir dans le développement et l'acquisition client. Et enfin, investir dans, on va dire, tout ce qui va être structure, donc comptable, enfin tout ce qui va être obligé et structurel, donc les équipes de SAV, le comptable, les trucs, enfin voilà. Les indispensables au bon déroulement de ton business, parce qu'après, ils croient justement, l'idée c'est de le faire croître, donc forcément, il faut une structure plus grande, tu peux plus gérer tout seul, quoi. Mais dans le cadre de 1000 euros, il y a des business où clairement tu peux pas démarrer avec 1000 euros, c'est impossible. Oui, par contre ça va. Et pour 1000 euros, moi je conseillerais vraiment de faire du... Enfin c'est mon avis, tu vois, je ferais vraiment du business en ligne. Business en ligne, parce que 1000 euros déjà tu peux déjà très très bien démarrer. Parce qu'avec 1000 euros en fait, et une bonne formation, du coup, tu peux commencer à faire un bon tunnel de vente avec ton business en ligne. Tu peux commencer derrière aussi à faire de la publicité. Et tu peux vraiment faire tes premières ventes et commencer à encaisser, etc. Et après, le retour sur investissement, il est à vie, entre guillemets, parce qu'une fois que tu as lancé ton business, il ne va pas s'arrêter comme ça. Tu vois. Donc, tant que tu le fais perdurer, il perdure. Tu vois. Ah oui, donc ça, c'est clair. C'est même, au final, peut-être l'investissement, tu vois, si on devrait les classer sur retour sur investissement, le plus puissant. En termes de retour sur investissement, oui, mais ça demande plus d'efforts. Oui, donc, en fait, il faut aussi prendre en compte, tu vois, le rapport temps que tu y passes, etc. Je pense quand même que ça reste le plus intéressant.
Mais c'est pas du passif, donc c'est à prendre en compte en fonction aussi de ce que la personne veut faire. Mais oui, business pour moi c'est ultra puissant, c'est clairement les investissements qui m'ont rapporté le plus d'argent, tu vois. Mais par contre, tu vois, paradoxalement, je n'investirais surtout pas d'argent dans le matériel. Très peu dans le matériel. Tu vois, par exemple, là, on a des micros, on a des caméras, on a derrière en régie, entre guillemets, on a du matos qui permet de rendre le podcast possible. Ça, c'est le dernier truc à faire. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ils vont se dire, pour avoir un bon business ou pour faire un podcast comme nous, on est en train de faire, il faut que j'achète les micros, les trépieds, les machins, les trucs. Non, en fait, c'est faux. Tu vois. En vrai, tu prends ton téléphone et tu enregistres, point. C'est tout. Le matériel, ça vient vraiment en dernier plan. Ouais, de toute façon, ça me fait penser à toi. Parce que à un moment, je te voyais tourner dans ton jardin avec ton téléphone en train de te filmer. Et du coup, tes premières vidéos, tu les avais faites comme ça. Ah bah oui, clairement. Et à l'époque, on était avec un iPhone 7. Ouais, je filmais dans le jardin et puis si c'était à refaire, je referais comme ça. Ah bah ouais. Parce que ça suffit largement. Pas besoin de gros matos pour démarrer, même l'ordinateur, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages en me disant « Rémi, j'ai envie de me lancer dans le business en ligne, quel Mac tu me conseilles, tu vois ? Quelle puce, quel ordi, machin et tout ?» En vrai, tu pourrais même, bon, j'exagère, mais il y en a qui l'ont fait sur YouTube, faire un business en ligne avec un téléphone, tu vois. Tu peux. Donc, en vrai, l'ordinateur, tu vois, tu prends un vieil ordinateur pourri en occasion, si tu as vraiment zéro budget, et tu te mets en Wi-Fi chez toi, et voilà, ça fonctionne. Du moment que tu as accès à Internet, c'est bon. Ouais, c'est Internet, téléphone, ordi. Ouais. Peu importe en fait lequel, hein. Tu fais pas tourner des logiciels non plus de fou furieux. On fait pas tous du montage direct avec l'ordi. Ah bah ouais. Et puis même avec des ordi comme ça, il y a des outils gratuits. Il y a des outils gratuits. Donc non, franchement, business en ligne, si on a 1000 €, c'est vraiment avec 1000 €, franchement, t'es bien. T'es ultra confort pour démarrer. Il te faut quand même une formation. C'est vraiment important. C'est vraiment en plus. Mais 1000 € en plus de la formation, en vrai, c'est presque trop. T'as besoin de beaucoup moins. Donc voilà, ouais, pour la partie business. C'est vrai qu'avec 1000 € t'es large au final, en plus d'une formation. Ah bah ouais. Clairement. T'as bien assez en tout cas. Et donc justement, est-ce que si on revient à la bourse, est-ce que tu aurais des choses à conseiller? Parce que la dernière fois on en a parlé quand même aussi rapidement, justement c'est la façon dont tu investis, c'est de manière toutes les semaines, chaque jour, le même jour, toujours que tu remets dessus. Si on peut revenir dessus un peu plus, le préciser pour le coup et aussi le dire aux personnes qui n'ont pas forcément vu les précédents. Alors c'est pas tous les jours, mais on va juste reprendre dans l'ordre. Donc par exemple, on a défini le profil d'investisseur. Ouais. Donc imaginons que la personne se dise « Ok, moi, je suis prêt à perdre, je suis prêt à tenir, entre guillemets, jusqu'à 20% de perte. » Okay. C'est ma propension au risque, voilà, 20%, je peux l'accepter. Si je vois que mon portefeuille passe de 1000 à 800, je tiens. En fonction de ça, on va essayer de déterminer un portefeuille avec des classes d'actifs, du coup, qui vont nous permettre d'obtenir ça. Donc, il y a des actifs volatiles, c'est le terme qu'on utilise, et des actifs très peu volatiles. Dans tous les cas, ce sera volatile. Il n'y a pas d'actif qui fait ligne droite, tu vois. Mais il y en a qui sont plus ou moins volatiles. Donc, volatile, c'est quoi? C'est la propension à aller à la hausse et à la baisse. Plus c'est volatile, plus ça monte, mais plus ça peut descendre. Moins c'est volatile, plus ça va être stable, tu vois. Donc voilà. Donc en fait, après on les connaît, tu vois, les classes d'actifs volatiles, peu volatiles, tu vois. Les actions, c'est clairement volatile. Tu as également donc par exemple les obligations, c'est peu volatile. En fonction des obligations, etc., ça va être peu volatile. Tu as des matières premières qui sont peu volatiles aussi. Enfin bref, il y a des classes d'actifs volatiles, d'autres peu volatiles. Et en fonction de ce qu'on va observer, parce qu'en fait on ne peut pas deviner ce qui va se passer avant, la personne qui te dit moi je pense que telle action va monter, baisser, c'est impossible. Personne ne peut le savoir. Personne ne peut le savoir. Même Warren Buffett, l'un des meilleurs investisseurs au monde, ne peut pas dire cette action va monter. Il peut avoir des indications, etc. Mais s'il est certain de ça, il peut pas. C'est pas possible d'être Donc sûr. moi, voilà, c'est ça, c'est impossible d'être sûr. Même si t'es le meilleur du monde, etc. Donc moi, quand j'entends un mec me dire achète cette crypto, achète cette action, machin, elle va monter, moi je pars en courant, il ne peut pas. Alors il peut avoir raison entre guillemets, mais si il fait ça toute sa vie, à un moment donné il aura forcément tort, ou même il aura d'ailleurs probablement plus tort que ce qu'il n'a raison. C'est pour ça qu'il y a une autre étude qui a été faite qui montrait que 96% des traders débutants
perdaient la totalité de leur capital au bout de 1 ou 2 ans de mémoire. Je ne connais plus les chiffres précis de cette étude, mais elle a été faite par l'INSEE. Et donc ça montre que 96% des traders finissent par perdre la totalité de leur capital. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils font des paris, entre guillemets. Ils disent, tiens, ça, je pense que ça va monter. Et du coup, ils vendent. Enfin, ils achètent, ils vendent, etc. Et au final, ils finissent par perdre. Ouais. Donc en fait, voilà. Et il y a également des études qui montrent que la très grande majorité des fonds d'investissement, donc un fonds d'investissement, pour expliquer ce que c'est des sociétés qui récupèrent de l'argent d'investisseurs et qui décident d'investir en le nom de l'investisseur, en gros. Donc, je prends ton argent, je le mets dans un fonds, et avec ce fonds, je vais placer l'argent du fonds sur des positions, et tu auras ta part du bénéfice qui te revient par rapport aux positions qu'on a mis en place. Donc ça, c'est des fonds. Et en fait, on fait appel à ces fonds parce que les mecs sont chauds, parce que les mecs sont bons, etc., etc. Mais dans les faits, la majorité d'entre eux, plus de 90%, ne battent pas le marché. Le marché, c'est quoi ? C'est, imaginons par exemple, on prend les États-Unis. Pour représenter le marché des États-Unis, on a ce qu'on appelle des indices. Un indice, c'est simplement un truc qui va nous dire, voilà ce que fait le marché aux États-Unis en fonction des 500 plus grosses sociétés américaines, par exemple. C'est donc le S&P 500, Standard & Poor's 500, qui en fait va prendre les 500 plus grosses boîtes américaines et ils vont dire, voilà, les 500 plus grosses boîtes américaines, cette année, elles ont monté. Genre, ensemble, elles ont monté, donc le marché américain monte parce que elles sont représentatives du marché américain. Donc on peut se baser sur le S&P, on peut se baser sur le Dow Jones, enfin il y a plusieurs indices. En France, on a le CAC 40. C'est pour ça que souvent on voit au journal, à la télé, ou à la fin du journal, en fait, ou au début, le présentateur il va dire, voilà, le CAC 40, donc aujourd'hui est à machin, donc le marché monte, etc. etc. C'est un indicateur qui montre un peu la santé du marché. Voilà. Et donc en France, le CAC 40, les 40 plus grosses sociétés françaises, aux États-Unis, le S&P, enfin voilà, il y en a plein en fonction du pays, etc. On a même des indicateurs mondiaux qui nous montrent un petit peu quel est l'état du marché mondial. Donc en gros, on a vu, enfin il y a des études qui montrent que la majorité des fonds d'investissement qui eux font du trading entre guillemets, c'est-à-dire ils vont acheter, ils vont essayer de choisir les bonnes actions, les machins et tout, acheter, revendre au bon moment, essayer de faire vraiment le trader. La majorité de ces fonds-là n'arrivent pas à battre le marché naturel, juste la croissance naturelle du marché. Ils n'arrivent pas à le battre. Et je parle pas sur 1 an, je parle sur une très longue période. C'est-à-dire, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, un fonds peut battre le marché pendant une année, tu vois. Mais si on prend un seul fonds, si on fait une moyenne sur 20 ou 30 ans, il ne le battra pas. Et donc la très grande majorité. Et donc oui, il y en a qui le battent de temps en temps, etc. Mais ce qui est important, c'est pas une fois, c'est vraiment la longue période, la moyenne. Parce que quand on investit, on va le faire, tu vois, comme quand tu ouvres un compte bancaire. Quand tu ouvres un compte bancaire, tu l'ouvres pas pour 1 an. Tu l'ouvres pour tu auras besoin d'une carte bancaire jusqu'à la fin de tes jours, tu vois. Donc si tu ouvres un compte bancaire, tu vas garder ce compte pendant 50, 60 ans. Donc si tu investis en bourse, l'argent que tu vas y mettre, elle va peut-être rester 50 ou 60 ans, tu vois, en fonction de l'âge que tu as. Et donc, quand on prend des décisions, c'est basé sur le potentiel qu'on va pouvoir faire sur 50 ou 60 ans, tu vois, pas sur 2 ans, ça n'a aucun sens. N'investis pas si tu veux juste gagner de l'argent pendant 2 ans, ça n'a pas de sens. Autant le dépenser dans ton dernier sac Louis Vuitton à la mode, enfin voilà, tu vois, genre claque ton argent tout de suite. Donc si on veut investir sur le long terme et qu'on regarde les faits, la très grande majorité des fonds d'investissement ne battent pas le marché. Donc c'est plus intéressant, plutôt que de se prendre la tête à essayer de faire le trader, machin, etc., de juste acheter le marché. On verra comment faire juste après. Il y a des solutions qui permettent de faire ça, mais c'est le plus intéressant. Donc, pour reprendre un petit peu là où on en était, première étape, on définit son profil d'investisseur. Est-ce que je suis prêt à prendre un risque ou pas ? Le marché va monter, va baisser, c'est un fait au cours du temps, logique. Mais on va essayer du coup, nous, de regarder donc l'historique du marché. Qu'est-ce qui s'est passé avant ? Donc l'évolution du marché. Donc si je veux investir en France, aux États-Unis, en euros, en dollars, comment évoluer l'euro, le dollar, etc. Donc voilà, bon, ça peut paraître complexe, mais c'est pas si complexe que ça dans les faits. Encore une fois, c'est pour ça que c'est important de bien se former. Et une fois qu'on a conscience du risque qu'on est prêt à prendre, on va essayer maintenant de définir
justement une répartition, encore une fois c'est très personnel, qui va nous permettre d'éviter au maximum le risque tout en maximisant la performance. Et donc en fait, l'objectif encore une fois est de l'adapter à soi. Donc par exemple, je veux de la perf et je suis prêt en échange de cette perf à avoir un peu plus de risque, je vais prendre plus de ça. Si je veux moins de gains, donc je sais je vais avoir moins de gains, mais je suis prêt à prendre un peu moins de risques, tu vois, bah, je vais prendre plus de ça dans mon portefeuille. Il y a également des marchés plus risqués. Il y a des devises plus risquées. Il y a des classes d'actifs plus risquées, actions, obligations, etc. Tu vois, par exemple, c'est plus risqué d'investir au Brésil qu'aux États-Unis, tu vois. Et pareil, même au niveau des obligations, il y a des obligations, on en parlait tout à l'heure, qui sont plus risquées. Prêter de l'argent au gouvernement, j'en sais rien, du Venezuela, c'est peut-être un peu plus risqué que de le prêter aux États-Unis, tu vois. Bien sûr, Donc c'est pour ça que les gouvernements des pays émergents, ils vont souvent émettre des obligations avec des taux d'intérêt de fou, mais c'est pas forcément, ça veut pas forcément dire que c'est intéressant, tu vois. Enfin, faut faire gaffe parce que justement c'est risqué. Donc il faut prendre conscience de ça. Oui, tu peux avoir de la perf, mais là où il y a de la perf, il y a du risque. Donc voilà. Donc on va essayer en fonction de ça de déterminer la part des classes d'actifs, des devises, des zones de marché, il y a plein de critères dans notre portefeuille. Et comment on fait pour savoir si un actif est plus ou moins risqué? Parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est si on devait mettre une note sur 10, par exemple, imaginons que moi je veux une moyenne de 5. Mon portefeuille, je veux qu'il soit à 5, c'est ma moyenne. Si je mets une note de 10 sur chaque actif, par exemple, en fonction du risque, je veux dire, les actions, c'est risque 7 sur 10, tu vois. Les obligations, c'est 3 sur 10. Le Venezuela, c'est 8 sur 10, etc. Je fais une moyenne et j'ai un portefeuille. Comment on fait pour connaître la note de risque de chaque classe d'actifs? On regarde l'historique. Qu'est-ce qui s'est passé avant? On ne peut pas savoir ce qui se passe plus tard. On ne peut pas deviner le marché. On ne peut pas savoir où est-ce qu'il va aller. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'il fait ça qu'il va faire ça pendant 20 ans, encore une fois. Donc on peut essayer d'imaginer en fonction du passé ce qui va se passer. Ça veut pas dire que c'est ce qui va se passer. J'ai utilisé beaucoup le mot passé, mais tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, ça peut quand même nous donner des indices sur le fait de dire ça c'est moins risqué quand même. Tu vois, c'est vrai que si le truc depuis 50 ans il est stable, il y a moins de risques qui se cassent la gueule quand même, tu vois. Ça nous donne une tendance au final. Ce qu'on veut chercher, c'est la tendance. Après, il arrive que la tendance, elle se casse quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ça. Parce que dans tous les cas, on ne sera jamais certain c'est de l'investissement. Donc en investissement, tu peux pas être sûr. Tu peux pas être sûr, c'est pas possible. Investissement égale risque. Risque égale incertitude. C'est obligé. Donc tu ne seras jamais sûr. Donc, dans tous les cas, on est obligé de se baser sur l'historique. C'est vrai que ça rassure de se dire, j'achète dans un truc qui est stable depuis 50 ans. Bon, je dis pas qu'il va être stable pendant encore 50 ans, mais il y a des chances qu'il le soit pendant au moins quelques années, tu vois, enfin un minimum. Ok, mais du coup, ça pose aussi la question justement de durée. Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu investis, c'est pas pour investir pendant un an. Par exemple, si tu investis 1000 €, je dis n'importe quoi, à 10%. C'est pas le plus intéressant non plus, tu vois, c'est pas utile. Donc en gros, il faut bien garder cette notion de durée. Et justement, ta durée, est-ce qu'elle est à déterminer aussi par rapport à ton profil? Est-ce que tu vas avoir un profil, par exemple, je sais pas, très risqué? Est-ce que la durée va être plus courte? Est-ce que tu vas avoir un profil justement au contraire pas risqué et il va le garder super longtemps? Alors en fait, ça c'est la stratégie de sortie. On pourra en reparler après si tu veux, pour le faire dans l'ordre. Tu peux le noter si tu veux, comme ça on l'oublie pas. C'est la stratégie de sortie, c'est-à-dire à quel moment on prend le profit de son investissement. Est-ce que c'est intéressant de le garder longtemps, etc. Voilà, on pourra en parler juste après. Mais oui, c'est intéressant. Pour reprendre un petit peu là où on en était du coup. Tu définis ton profil risque. Ensuite, il faut déterminer la classe d'actifs en fonction de ce qui s'est passé avant pour essayer de te dire, tiens, moi j'aimerais avoir une note de 5. Lui, il est noté 7, 8, machin, etc. On définit ça. Et à partir de là, encore, c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. C'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. C'est le lave-vaisselle, ça. Le lave-vaisselle, voilà, c'est ça. Voilà, c'est bon, il est content, il a fait sa petite musique. Alors, donc du coup, on définit nos classes d'actifs en fonction de son profil d'investisseur, plus ou moins de risque, tout simplement. Une fois qu'on a défini ça, donc classe d'actifs pour l'instant.
Actions, obligations, machin. Ensuite, je veux définir des critères un peu plus précis. Si j'achète des actions, quelle action? Si j'achète telle action, en quelle devise? Et cette action, elle est dans quel secteur économique et dans quel marché? Parce que tout ça, c'est des critères intéressants. Donc, bien sûr, là, on commence à rentrer dans une complexité qui devient vite casse-tête. Parce que tu te dis, attends, quoi? Je dois choisir une action qui... Par exemple, imaginons je vais investir dans Crystal, là, je sais pas s'ils sont cotés en bourse, tu vois. C'est Coca, donc je pense. Mais voilà, ouais, c'est Coca. c'est vrai que c'est une sous-marque de Coca. Bon, bref, il y a Coca, tu vois. Je vais investir dans un truc d'eau. Ok, on est dans le secteur de l'eau. Ok, bon, bah, ça a l'air, je pense, un marché assez stable. Du moment qu'il y a des humains, je pense qu'il y aura de l'eau, tu vois. Mais quelle est la taille du marché de cette marque, tu vois? En quelle devise? C'est en roupie mauricien? Je sais pas si c'est la meilleure devise dans laquelle investir, tu vois. Donc bref, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui vont rentrer en compte. C'est pour ça que, encore une fois, on n'est pas un fonds d'investissement et on va pas forcément, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est ce que je dis à mes élèves de ma formation d'investissement, on va pas essayer de faire le pseudo-expert de la bourse. Ouais. C'est un métier. Là, on rentre dans un métier. Tu es Warren Buffett, tu passes ta journée à éplucher des bilans financiers de sociétés et des bilans comptables pour savoir est-ce que la société est profitable? Est-ce que la société gagne de l'argent? Est-ce que le marché est porteur? Est-ce que justement si j'investis dans, j'en sais rien moi, le marché des cotons-tiges, est-ce que c'est un marché porteur? Est-ce que ça va se casser la gueule, etc. Donc là, on commence à rentrer dans vraiment des études de business et ça devient un métier. Tu peux passer une semaine, un mois à analyser une société, ses dirigeants, etc. Ça devient vite très compliqué. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent là-dedans. Et c'est vrai que c'est quand même un petit peu risqué quand même, tu vois, parce que, en fait, en tout cas, c'est pas forcément le plus simple pour quelqu'un qui démarre. Oui. Et c'est vrai que dire à quelqu'un qui démarre avec 1 000 € de commencer par ça, c'est compliqué. Oui, tu peux le faire dans un second temps. Je pense que ça demande de l'expérience, mais commencer par ça, en fait, ça va très rapidement. Tu vois, pour un premier contact avec la bourse. C'est un petit peu hard quand même, tu vois. Ouais. Et très, tu vas vraiment avoir ce côté plein de doutes dans tous les sens, tu vois. Oui. Et encore une fois, c'est aussi le côté compétence parce que, je sais pas si tout le monde a mis le nez dans un bilan ou, c'est des beaux bilans quoi. Surtout quand tu analyses par exemple Coca, si on rentre dans un. Ah oui, voilà. Faut vouloir lire aussi. Un bilan d'une petite boîte, c'est 50 pages. Ouais. Une petite boîte, hein, genre le gars fait 200 000 par an, tu vois. Une petite boîte, c'est 50 pages, pardon. Ouais. Mais un bilan de McDo ou de Coca, là. Je pense que t'as peur. Ouais, je pense que t'as un peu peur. Puis en fonction des pays, machin, etc. Ça doit être sympa. Ouais. Donc ça devient vite très, 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 très compliqué. C'est pour ça que moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'investis sur le marché, comme je disais tout à l'heure. En fait, comme on le disait tout à l'heure, le marché bat la plupart des fonds d'investissement. Oui. Et donc, les fonds d'investissement, eux, c'est ce qu'ils font justement. Ils analysent les boîtes, machin, ils font les comptes des sociétés, des machins, et du coup, ils se disent, je pense que c'est intéressant d'investir dans Tesla. Sachant que, encore une fois, le marché est dicté par la psychologie. Oui. C'est-à-dire que tu as beau faire autant d'enquêtes, de bilans de machin, à un moment donné, il suffit qu'il y ait un influenceur qui dise cette boîte c'est de la merde et le truc s'effondre. Tu vois, c'est fini. En plus, de plus en plus maintenant avec les réseaux sociaux, on a eu plein d'exemples pendant le Covid, notamment l'affaire GameStop. Si tu connais pas, je t'inviterai à aller regarder, c'est hyper intéressant. Okay. Où en fait pendant le Covid, il y a une boîte de jeux vidéo, l'équivalent de jeuxvideo.fr ou aux États-Unis qui allait fermer les magasins. Et il y a tout un tas un forum, une communauté qui se sont dit mais on peut pas faire fermer cette boîte qui était dans notre enfance. Tu vois, on allait acheter nos jeux vidéo dans cette boîte, machin et tout. C'est des magasins physiques. Et en fait, ils se sont dit venez les gars, on achète tous ensemble l'action de GameStop et on l'a fait go to the roof. Tu vois, genre, on l'a fait exploser. Tu vois. Et si tu peux regarder, l'historique est encore visible de GameStop où tu vois en fait l'action qui a fait genre un fois, je sais plus combien, mais c'est un truc de malade. Ouais. Et après, elle est redescendue, elle s'est re-effondrée, tu vois. Alors que la boîte ne valait rien. Ouais, ok. Et elle a valu, je sais pas combien, peut-être de centaines de millions, de milliards en l'espace de 1 semaine. Parce que les mecs se sont dit sur un forum, allez, let's go, on le fait pour la sauver, tu vois. Ouais. Mais donc voilà, donc tu vois, tout ça, de plus en plus, on se rend compte que la psychologie est très présente dans le marché. Et la vision de Warren Buffett, c'est à l'inverse de la psychologie. Lui, il part du principe que si intrinsèquement la société vaut plus que ce qu'elle ne coûte, dans ce cas-là, sur le long terme, c'est intéressant. Mais encore une fois, c'est du long terme. Donc qu'est-ce que ça veut dire la phrase que je viens de dire pour simplifier ? La bourse,
c'est ce que ça coûte. Quand tu achètes une action, c'est le prix qui est affiché, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ce qu'elle vaut réellement. Je te donne un exemple. Renault, par exemple, imaginons la société de voitures Renault, vaut en bourse 3 milliards. Enfin, elle vaut beaucoup plus, mais je prends un exemple. Allez, on va dire elle vaut 1 milliard. Parce qu'il y a eu une mauvaise presse, parce que les derniers modèles de voitures qui sont sortis, ils n'ont pas plu. Donc les investisseurs, ils se sont dit, oula, la dernière Mégane, là, elle n'est pas ouf, électrique, machin, moyen, tu vois. Donc voilà, ça a baissé. Mais si on regarde le bilan on regarde les actifs de Renault, on voit qu'ils ont des usines, des usines, on voit qu'ils ont des stocks de voitures, on voit qu'ils ont des trucs. Et si on revendait l'immobilier de Renault, les usines, les machins, ça vaudrait 10 milliards par exemple. Sauf qu'en bourse, elle vaut 1 milliard. Enfin, elle coûte 1 milliard. Mais elle vaut 10 milliards. C'est-à-dire que si Renault liquidait ses usines, ses machins, elle encaisserait 10 milliards de cash. Mais en bourse, les investisseurs se sont dit, le marché s'est dit que le prix était de temps. Et donc, si on ajoute ça coûte 1 milliard. Et donc, en fait, la bourse, c'est le prix, la valeur intrinsèque de la société, c'est ce qu'elle vaut. Et la stratégie de Warren Buffett, c'est ce qu'on appelle le value investing. Tu investis par rapport à la valeur de la société, pas par rapport à ce qu'elle coûte. L'idée est de trouver une société, un bug, entre guillemets, dans le système, où la boîte vaut plus intrinsèquement que son prix. Et en fait, alors après, il ne faut pas forcément acheter n'importe quoi, mais en fonction de la boîte, etc., ça peut vraiment valoir le coup parce que sur le long terme, en fait, on part du principe que si elle est là, son prix est là par rapport à sa valeur, en fait, indirectement, tu vois, avec le temps, ça va s'équilibrer dans la logique des choses et elle va retourner. Et du coup, toi qui as acheté bas, tu peux éventuellement remonter. Mais encore une fois, on part du principe que forcément, il faut vraiment s'y connaître, tu vois. Il faut vraiment analyser, comprendre déjà que la boîte, et en plus il faut la trouver cette boîte, parce que pour en trouver une, il faut peut-être en analyser 100. Et encore. Parce que c'est ça la réalité. Et donc ça devient un travail. Donc encore une fois, nous, c'était pas vraiment l'idée qu'on voulait défendre, c'était plus un investissement plus ou moins passif, tu vois. Voilà. Donc pour revenir à ce que moi je disais, ce que je fais, c'est que j'essaie d'investir sur le marché, parce que dans le marché, tu te dis, je ne suis pas un fonds d'investissement, je ne suis pas Warren Buffett, je ne suis pas Charlie Munger ou tous ces investisseurs hyper forts, hyper intelligents, etc. Donc moi, je ne veux pas me prendre la tête. Je sais que le marché, historiquement, bat les fonds. Je sais que le marché, historiquement, en fonction du pays, attention, évolue. Donc, j'achète le marché. Et je ne me prends pas la tête. J'ai juste à regarder un marché, les États-Unis, et je me dis, j'achète ce marché-là. C'est tout. Tu vois, j'ai pas besoin de comprendre ce que la boîte, etc. Enfin, j'ai pas besoin de comprendre ce que les boîtes font, etc. Parce que je m'en fous, en fait. Le marché monte, tu vois. Et après, alors bien sûr, il y a d'autres critères, etc. Mais en fait, c'est le plus simple. Parce que si on voudrait avoir un portefeuille idéal, l'idéal serait d'être diversifié en termes de devises. Parce que l'euro monte, le dollar le dollar monte parfois, etc. Tu as du livre sterling, tu as du dollar canadien, tu as du dollar australien, tu as du dollar de partout. Tu vois. Donc tu as du dollar, tu as du yuan en Chine, etc. Enfin bref, tu as vraiment beaucoup de devises et forcément les devises fluctuent. Tu vois. Donc là, tu vois, si tu es exposé sur uniquement de l'euro et que l'euro se casse la gueule comme on a vécu il n'y a pas très longtemps, au moment où on tourne ce podcast, je crois que c'était suite au Covid en réalité. Je ne sais plus qu'est-ce qui avait créé ça. Mais l'euro s'est cassé la gueule. On est passé de 1 euro égale 1,20$ à 1 euro égale 80 cents. Tu vois. Enfin, c'était presque ça. Et donc l'euro s'est vraiment cassé la gueule. Maintenant, il a repris. Mais si tu es full exposé en euros, tu vois, nous, on l'a ressenti quand l'euro s'est cassé la gueule. Nous, dans le business, qui avons des logiciels qu'on paye en dollars, on se fait payer aussi parfois en dollars. Il y a différents trucs qui sont en dollars. En fait, là où tu payais ton logiciel tous les mois 80, maintenant, il te coûte 120$, tu vois. Il te coûtait 80 euros, maintenant, il te coûte 120 euros parce que l'euro a baissé, tu vois. Donc, il y a ça à prendre en compte. Il y a le secteur. Est-ce que tu es dans le domaine de l'énergie? Est-ce que l'énergie est porteur? Est-ce que tu es dans le domaine de l'alimentation, de la médecine, de l'investissement, enfin les produits financiers, etc., etc. Donc les secteurs aussi ont des domaines qui fluctuent. Tu vois, l'immobilier par exemple, les matières premières, etc. Il y a la société elle-même. Est-ce que la société performe? Est-ce qu'elle dégage du bénéfice, etc. Le marché, enfin bref, il y a 1 milliard de critères. Et si tu voudrais avoir un portefeuille parfaitement équilibré,
en fonction, enfin diversifié plutôt, j'ai utilisé le bon terme, un portefeuille diversifié qui te permet de plus tu es diversifié, moins tu prends de risques. Parce qu'en fait, si tu as plein de sociétés, imaginons tu as 500 sociétés dans ton portefeuille. Si on a une qui baisse, tu en as 499 autres pour supporter cette baisse. Donc tu ressens rien en fait. Okay. Mais le truc, c'est que ça devient extrêmement compliqué d'avoir 500 sociétés dans un portefeuille. Surtout si tu as 1000 euros. Ouais. En fait, tu mets 2 balles sur chaque société, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment pas optimum. De toute façon, tu ne pourras pas mettre 2 euros sur chaque société parce que à un moment donné, tu es obligé d'acheter le prix de l'action. Ouais. Tesla, ça vaut 700 euros. Donc tu veux une action Tesla, tu mets 700 euros. Tu vois. Donc voilà. Donc avec 1000 euros, tu as une action Tesla et une action Peugeot, j'en sais rien. Tu vois. Donc voilà. Donc déjà, c'est compliqué par rapport à ça. Et en plus de ça, vas-y, va faire l'analyse de 500 sociétés. Pour en sélectionner 500, il faut que tu en aies analysé 5000. Enfin bref, ça devient un casse-tête monumental. C'est un métier, quoi. C'est un métier. C'est pour ça qu'il y a des fonds d'investissement. Et que les mecs veulent pas se prendre la tête, je te donne de l'argent et voilà. Et au passage, le fonds d'investissement, il prend quelques pépettes, tu vois. Donc voilà. Donc l'idée, en fait, ici, c'est de se dire comment on fait pour investir sur le marché. C'est-à-dire investir. On a vu que le marché, c'était les sociétés qui drivaient l'économie d'un pays. Oui. Les 500 plus grosses, les 40 plus grosses en France, les 60 plus grosses en Europe, etc. Par exemple, on a le Stoxx 60 en Europe qui montre les 60 plus grosses sociétés européennes. Donc, on pourrait dire que la zone dans laquelle on veut investir, c'est l'Europe, avec de l'euro pour simplifier, et sur les 60 plus grosses sociétés européennes. Comment on fait pour investir sur les 60 plus grosses boîtes européennes sans se prendre la tête à analyser chaque boîte, machin, sans les investir, sans les acheter individuellement. Ouais. Et en fait, il y a une solution qui existe, c'est un ETF. Un ETF qui te permet, donc c'est un produit financier, qui te permet en un achat d'investir sur les 60 boîtes à la fois. Oui, ok. Donc par exemple, tu as des ETF. En fait, il faut bien comprendre que les indices, tu ne peux pas acheter un indice. Oui. Un indice, c'est juste un indicateur, ce qu'on appelle en fait, c'est juste un indicateur qui va dire qu'est-ce qui se passe dans le marché. Donc le Stoxx 60, c'est un indice. Oui. Le S&P 500, c'est un indice. Le Dow Jones, c'est un indice. Donc tu ne peux pas acheter l'indice, c'est pas possible. Oui. Par contre, il existe ce qu'on appelle des ETF qui vont venir en fait copier les indices. En gros, c'est des mecs qui se sont dit, mais regardez, là, il y a les 500 plus grosses boîtes américaines, etc. Est-ce qu'on ne ferait pas un portefeuille dans lequel on met ces 500 boîtes et on vend une part de ce portefeuille-là à en fait des particuliers. Enfin, en gros, les gens peuvent acheter une part et pour 100 euros, par exemple, tu as une part de ces 500 boîtes. Ou même 50 euros, ça dépend les ETF, etc. Et en fait, déjà, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu n'as plus des frais exorbitants comme dans les fonds d'investissement. Parce que, en fait, ici, c'est tout automatisé. Généralement, ça va être des algos où le gars, en fait, il met juste des formules, tu vois, et en gros, l'objectif, c'est toujours de reproduire la performance de l'indice. L'ETF reproduit la performance de l'indice. Donc, c'est presque automatisé, il y a très peu de frais. Et les frais, en fait, sont vraiment à des années-lumière d'un fonds. Ouais. À des années-lumière, vraiment. Et 1% de frais d'écart, ça peut représenter, en fonction de la taille du portefeuille, infiniment d'argent. Ça peut représenter des centaines de milliers d'euros, 1% d'écart. Même 0,5%. Parce que c'est l'effet cumulé, etc. On peut en reparler. Donc, l'idée, investir dans des ETF. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Puisque, en fait, en un achat, imaginons que j'ai défini mon portefeuille d'investissement, 30% d'actions, 70% d'obligations, par exemple. Je peux acheter un ou plusieurs ETF d'actions. Je peux acheter un ETF d'actions et instantanément, mes 30% d'actions deviennent 500 sociétés américaines. Okay. Donc, je suis ultra diversifié. J'ai non seulement diversifié mon portefeuille parce que j'ai 500 sociétés d'actions, mais j'ai également 30% seulement qui représentent ces 500 sociétés. Donc, tu vois, je suis doublement diversifié dans le sens où j'ai 500 boîtes du côté actions, mais les actions elles-mêmes ne représentent que 30% de mon portefeuille global. Ok. En fait, on peut définir ça un petit peu comme des cases, si on veut. Si tu vas avoir la première case, donc je veux, par exemple, comme tu as dit, un secteur
complet, tu vois. Tu choisis en fonction, et dans ce secteur, après, tu peux mettre des choses plus précises. En fait, c'est une sorte d'entonnoir, tu vois. La première chose, ça va être donc la grosse boîte, j'investis 1 000 euros. La seconde, ça va être 30% à tel endroit, 30% à tel endroit. Et dans les 30%, tu diversifies, donc là, sur 500 entreprises, donc voilà. Et ce qui est génial, c'est que dans les ETF, donc tu as des ETF sur les secteurs économiques. Tu peux investir sur, par exemple, le secteur mondial de la médecine, par exemple, enfin de tout ce qui est médicaments, etc. Tu peux investir sur le secteur mondial de, par exemple, l'immobilier. Tu peux investir sur le marché immobilier américain, par exemple. Tu peux investir sur le secteur, tu peux investir sur un pays, une économie, les États-Unis, la Chine. Tu peux investir sur des regroupements d'économies, l'Europe, les pays émergents, les pays développés. Tu peux investir sur des devises également, donc en fonction de différentes devises. Je peux investir sur les États-Unis en euros comme en USD, enfin en dollars. Tu peux investir, tu peux investir sur le monde. Il existe un ETF qui te permet, donc le MSCI World, il s'appelle, qui te permet d'investir sur le monde entier. Donc tu as plus de 6000 boîtes. Donc tu as un peu d'États-Unis, un peu de Chine, un peu de machin. Tu as un peu d'euros, un peu d'USD, un peu de AED, etc. Tu as un peu de tous les secteurs économiques, de toutes les boîtes, de toutes les tailles. Bref, tu es ultra divers. En vrai, tu pourrais prendre tes 1 000 euros, les mettre dans le MSCI World, et voilà. Tu pourrais théoriquement, parce qu'en un achat, tu es diversifié au niveau mondial. Donc ça, c'est des trucs de fou que les gens, très peu connus, je trouve encore aujourd'hui, les gens ne connaissent pas encore assez ça. Je suis d'accord. Et donc, pour le coup, beaucoup plus intéressant que de mettre dans un livret A. Voilà. Donc, en plus de ça, livret A, si tu réfléchis bien, tu n'es pas diversifié, tu as mis 100% de ton argent dans un compte bancaire, une banque française qui elle-même est une société et donc peut faire faillite, entre guillemets. Donc théoriquement, quand tu investis ton argent, enfin quand tu laisses de l'argent dans ta banque, tu as décidé de l'investir dans ta banque. Ça, c'est un truc qu'il faut bien prendre conscience, c'est que quand tu as de l'argent dans un compte bancaire, c'est que tu as décidé d'investir dans ta banque, 100% de ton capital. Donc c'est beaucoup plus risqué de ce point de vue-là que de le répartir entre 6000 boîtes dans le monde entier. Tu vois. Et en plus, il te rapporte moins. Et en plus, ça te rapporte 3%. Mais non, mais même pas. Je crois que c'est 1,5%. Non, ils l'ont peut-être monté le livret A. À 2. Ils l'ont peut-être monté à 2%, mais ça couvre toujours pas tu perds de l'argent. L'inflation. Mais de toute façon, il y a une seule chose, c'est quelque chose, justement, on l'a dit plusieurs fois, mais j'ai fait de la gestion de pattes. Donc, c'est aussi, tu vois, des notions que je retrouvais. Et justement, énormément de personnes ont 100 000, 200 000 euros sur des comptes bien sûr. À 2%. Et c'est terrible. C'est terrible parce que ça perd de la valeur. Mais ils s'en rendent pas compte. Ouais. C'est ça qui est fou, tu vois, parce que mine de rien, tu vois, quand t'es censé, quand tu gagnes bien ta vie, parce qu'il y a aussi ce côté-là, tu vois, c'est que en gestion de pattes, tu vois des gens qui ont déjà quand même des bons revenus. Et même des gens qui ont des bons revenus ne font pas ce qu'il faut pour sécuriser aussi l'argent. Parce que mine de rien, c'est sécuriser aussi son argent, de bien le placer. Bien sûr. Aussi de ça. Après, il y a toujours le côté épargne de sécurité, donc ça, c'est un petit peu pour... la partie cash. Mais pour moi, la partie cash, c'est plus des dépenses rapides que tu dois faire. Ouais, c'est ça. C'est le côté sécurité. Demain, je sais rien, ta voiture, le moteur, il explose. Exactement. C'est ça. Et encore, parce que tu as des actifs liquides. Les actions restent liquides. Liquides, ça veut dire que tu peux les revendre à tout moment et récupérer ton argent. Pour les personnes qui ne connaisseraient peut-être pas le terme. Mais par exemple, l'immobilier n'est pas liquide. Imaginons, tu as mis 100% de ton investissement dans l'IMO. Tu as besoin d'argent pour subvenir à un besoin d'un proche, d'une famille, tu as une merde dans ta maison, j'en sais rien. Vas-y, t'en as pour 3 mois avant de ton bien immobilier, tu vois, et je suis gentil. Donc, très compliqué l'immobilier d'un point de vue liquide, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors que la bourse reste liquide. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc au final, faut toujours avoir un petit peu... Moi, je suis quand même, tu vois, de cette partie, c'est ce qu'on disait, tu vois, la partie cash. Donc après, c'est chaque personne, encore une fois, c'est en fonction du profil. La partie cash est intéressante, où il faut garder, par exemple, 6 mois de dépenses d'avance. Oui, ça après, c'est plus des règles, tu vois,
Enfin, je trouve que c'est plus des règles un petit peu, des principes économiques, que ce soit pour toi, pour ta boîte, pour des trucs comme ça. Au-delà même de l'investissement. Ah oui, bien sûr. Enfin, tu vois, c'est la logique. Bon, après, c'est ce qu'on disait, tu vois. Mais ça permet de définir aussi, peut-être, pour beaucoup, le point de départ. En se disant, OK, voilà, moi, je gagne tant et tous les mois, j'arrive à mettre tant. Mes dépenses sont de tant. Premier objectif, avant peut-être d'investir, mettre cette somme de côté pour être à l'aise. Donc, mon niveau de vie avec ma famille, machin, est de 3 000 € par mois. Je vais essayer de mettre de côté, priorité, peut-être, allez, je sais pas, 15-20 000 €, tu vois. Et après, l'excédent, je peux l'investir. Ça permettra d'investir de façon beaucoup plus confortable et d'être bien, parce qu'on a un peu de cash d'avance. Et encore, je dis ça dans le cadre où tu as un niveau de vie un peu risqué, mais si tu es fonctionnaire, tu n'as pas besoin de mettre 6 mois de dépenses d'avance. Il y a peu de chances que tu perdes ton taf quand même, tu vois. Et même en France, en réalité, c'est une règle qui est presque même pas à faire, parce que dans tous les cas, tu perds ton taf, tu as 2 ans de chômage. Un peu moins maintenant, je crois. Donc en vrai, c'est l'État, théoriquement, qui met cet argent de côté pour toi, tu vois, donc qui te fait le coussin de sécurité, on va dire. C'est ça. Donc en vrai, il y a moins de risques en France, parce qu'on est un pays qui est fait comme ça, dans le sens où il y a énormément de charges, etc. Tu vois, les retraites, les machins et tout. Mais c'est des assurances dans le sens où si en effet tu perds ton travail du jour au lendemain, tu n'as plus de revenus, tu as le chômage, tu as des aides, le RSA, ce que tu veux, qui sont là aussi pour faire ce rôle de matelas de sécurité. Donc c'est vrai que c'est un peu moins vrai en France, même si je pense qu'il faut quand même se responsabiliser et plutôt que de compter sur l'État, essayer de se débrouiller tout seul. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, on sait jamais, tu vois, par exemple, nous, on s'est expatriés. Aujourd'hui, tu vois, on a plus. Enfin, de toute façon, après, quand tu as une entreprise de manière générale, tu vois, tu n'as pas forcément ce matelas de sécurité. Ah, mais alors, il faut savoir que quand tu es entrepreneur. Ah, mais tu n'as pas le droit au chômage. Tu n'as pas le droit au chômage. Ouais, tu n'as pas de chômage. Moi, j'ai découvert ça. Je n'ai même pas compris pourquoi, tu vois. Mais tu es le gérant, tu prends tous les risques dans ta boîte. C'est toi qui prends tous les risques. Hein. Le salarié, il prend pas de risque. Le salarié, il travaille, il a pas de. Enfin voilà. Donc, tu es gérant de ta boîte, tu crées ta boîte, tu embauches un salarié. Le salarié, donc lui, en gros, a des charges, etc. Il va cotiser pour le chômage. Si tu le vires ou s'il démissionne, enfin, s'il démissionne, il n'a pas le chômage, mais si tu le vires, il a le chômage. Par contre, toi, si ta boîte coule, 0 chômage. Zéro. Et pourtant, ça te coûte presque pareil. Hein. Ah bah oui, ça te coûte. Donc tu vois, il n'y a rien de logique là-dedans, tu vois. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, quoi qu'il arrive, tu es obligé de prendre tes responsabilités en France ou ailleurs, du coup, et donc de faire ce truc-là. Et après, peut-être de l'investir. Donc tu vois, pour ce qu'on disait, réfléchir à ce qu'on est prêt à perdre, définir son portefeuille d'investissement avec des classes d'actifs, obligations, actions, etc. Moi, ce que je fais, une fois que j'ai défini ces classes d'actifs, c'est que je vais les investir avec des ETF dans ma vision de voir les choses, parce que c'est plus facile, c'est plus simple dans une vision où moi je n'ai pas envie de me créer un nouveau travail et j'ai pas envie de passer ma vie à analyser des bilans financiers, et j'ai pas non plus envie d'être stressé parce que j'ai une boîte qui enfin voilà, tu vois, parce que il faut aussi prendre en compte quelque chose, c'est que tu as beau passer ta vie à analyser des bilans financiers, tu peux te tromper. Donc ça, c'est un facteur à prendre en compte aussi, tu vois. Alors qu'avec les ETF, en réalité, bien sûr, le marché peut baisser, mais tu peux pas te tromper dans le sens où le marché de toute façon allait baisser, tu vois. Alors oui, tu vas pas être le gars, tu vois, le gars qu'on entend qui a un portefeuille qui monte quand le marché baisse. Tu vois, le seul gars, tu vois. Enfin, j'exagère. Non, tu vois ce que je veux dire. Tu ne seras sûr. pas ce gars-là, oui. Mais en contrepartie, tu n'as pas passé une seule seconde à analyser tes bilans, ton truc, ton machin, etc. Donc moi, ça me correspond comme manière d'investir, parce que c'est facile, c'est simple, c'est passif. Pas besoin d'être un expert. Il faut comprendre par contre les fondamentaux, comment ça marche. Il faut quand même savoir quel ETF on achète. Tu vois, on va pas acheter n'importe quoi. Sûr, mais c'est infiniment plus simple que si je devais investir dans des actions, etc. Et je pense qu'en tant que point de départ, c'est pas mal, tu vois, de commencer par ça. Et après, pourquoi pas se dire, ok, maintenant là j'ai 3-4 ETF, maintenant j'aimerais prendre un peu plus de risques, tu vois. Alors c'est un peu plus risqué, mais j'ai l'avantage de pouvoir avoir un peu plus de performance en achetant une action, une seule action. Très risqué, parce que si cette action monte, tu gagnes beaucoup. Si elle baisse, si cette seule action baisse, tu baisses.
Mais par contre, tu peux gagner beaucoup plus d'argent dans le sens où elle peut monter beaucoup plus fort, etc. Donc très risqué, mais ça peut être intéressant de se dire, bah voilà, dans un portefeuille, j'ai 95% de mon portefeuille qui est mon portefeuille, basé sur cette limite de risque que je suis prêt à faire. Et je vais allouer 5% de mon portefeuille, ce que je vais appeler un portefeuille joueur, où avec ces 5%, je vais pouvoir aller sur des investissements exotiques qui peuvent faire du x10, par exemple, mais qui peuvent aussi tout perdre. Ça représente 5%. Donc en vrai, même si je perds 5%, c'est chiant, mais je m'en fous, je vais m'en remettre. Tu vois. Voilà, tu as 10 000 euros, c'est 500 balles. Tu vois, donc ça va. Donc je vais prendre par exemple ces 5% et jouer avec pour essayer de acheter une boîte dans laquelle je crois, machin. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand cette part de jeu devient trop importante, tu vois. 20%, 30%, 40%, 50%, tu vois. Et où là, tu commences en fait à te dire, vas-y, cette boîte-là, moi je suis fan d'Apple, je sens qu'Apple, ça va péter, je mets tout sur Apple. Ouais, mais là, tu vois. C'est fini. Et c'est très risqué parce qu'en fait, sur le long terme, on sait que une économie, ça change énormément et une boîte qui peut être au sommet peut s'effondrer. Qui parle aujourd'hui de BlackBerry, tu vois? Et Nikon, qui est une marque qui encore aujourd'hui est connue quand même, tu vois, dans les caméras, etc. Ils ont raté énormément d'opportunités, Nikon. Énormément de marchés, etc. Nokia aussi s'est fait. Nokia était le premier vendeur de téléphones il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps en vrai, avant l'arrivée des smartphones. Et ils se sont dit, ils ont vu arriver Apple avec l'idée du smartphone, un téléphone connecté, écran tactile, machin, etc. Et ils se sont dit, ouais, vas-y, on a encore un peu de temps devant nous et tout, on va continuer de vendre nos frigos, tu vois. Et ils ont fait ça. Et aujourd'hui, plus personne n'achète de Nokia. Il n'y en a plus. Donc, c'est une boîte, tu te serais dit dans les années 2000, putain, Nokia, top du top, tu vois, genre machin. Et tu mets 100% sur Nokia, t'es fini. En 2023, t'as plus rien, tu vois. Et puis même avec au final, ces 5% joueurs, tu peux aussi les diversifier. Parce que on a parlé d'acheter une seule boîte, mais en soi, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Tu peux aussi mettre des boîtes qui, justement, n'ont aucune cohérence entre elles et justement aussi diminuer ton. Après, il faut que ça reste simple. Après, je pense que chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Oui, bien sûr. Moi, c'est vrai que dans mon tempérament, j'ai envie d'avoir un truc simple. J'ai pas envie de me connecter à mon broker. Donc, broker, pour faire simple, c'est tout se fait en ligne. Donc, c'est l'application en ligne sur laquelle on va acheter ses actions. J'ai pas envie de me connecter sur mon broker et je vois 10 000 trucs, 10 000 lignes. D'accord. Voilà, moi j'aime bien avoir des trucs propres, simples. Je vois par exemple, j'ai 4-5 éléments dans mon portefeuille, 3-4 ETF, machin, éventuellement une action. Voilà, tu vois. De toute façon, tant que t'as pas un portefeuille qui a 1 million de dollars, en vrai, tu peux te contenter de, 3-4 classes d'actifs en vrai. 4-5 max. En vrai, même pas besoin forcément de plus parce que si tu as un actif dans lequel tu crois, tu vois, genre, imaginons tu as 1 million. Tu veux mettre 30% dans des actions, tu as 300 000 dans des actions, c'est tout, tu vois, ça reste 30%. C'est des pourcentages, donc ça revient au même. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les ETF, parce que je voulais faire une petite précision, c'est qu'en fait, un ETF, comme le marché, est dynamique. Ça veut dire qu'il y a 500, si je prends le S&P 500 aux États-Unis, c'est les 500 plus grosses boîtes aux États-Unis. Mais tous les ans, le classement évolue. Et la 499e qui est passée 501, et ben elle a remplacé sa place par une autre plus performante. Et donc en fait, tu as vraiment tout le temps les sociétés les plus dynamisées, les plus celles qui sont ont le plus de poids économique, etc. et qui changent tout le temps, etc. Donc ça s'actualise en permanence en fait. Et donc il faut bien comprendre ça, c'est que en théorie, tu ne peux pas te tromper dans le sens où tu as toujours les 500 sociétés qui marchent le mieux. Oui, c'est ça. C'est pas celle que tu as achetée à ce moment-là et puis basta. Voilà, c'est quoi. ça. Okay. Donc, à part si tout le marché marche pas. Ouais, mais là, dans ce cas-là, on est sur un souci. Voilà, dans ce cas-là, c'est une crise, etc. Donc, ok. Mais ça reste quand même tout le temps les sociétés les plus performantes. C'est celles que tu as, tu vois. Donc, c'est quand même hyper intéressant quand on y pense. Et ça marche pareil pour les obligations. Pour les obligations, tu vas avoir en fait différents types d'obligations. Des obligations. Alors en fait, les obligations, c'est différent, ça marche par maturité. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est la durée. Quand est-ce que tu vas récupérer ton argent ? Et quand tu achètes un ETF obligataire, tu peux l'acheter, le revendre quand tu veux. Parce que, en gros, c'est pas tu mets ton argent, tu n'achètes pas directement l'obligation. Donc ton argent n'est pas bloqué. Tu achètes l'ETF et eux, ils vont te reverser une partie des intérêts que les États, les gouvernements ou les sociétés, parce que tu peux aussi acheter des obligations de sociétés, vont leur reverser. Et donc en fait,
plus l'obligation a une maturité longue, c'est-à-dire plus elle va durer longtemps, plus généralement les intérêts sont élevés. Plus elle est courte, plus c'est risqué, moins les intérêts sont élevés, etc. Et donc en fait, ils vont mettre différents obligations. Des obligations à très haut risque, des obligations très peu risquées, des obligations à très longue maturité, d'autres à très faible maturité, des obligations, ce qu'on appelle TIPS, c'est-à-dire des obligations qui sont corrélées à l'inflation. Donc si l'inflation monte, en gros, c'est à double tranchant, les TIPS, parce que s'il y a de l'inflation, en gros, tu as acheté 1000 € d'obligations, il y a eu 5% d'inflation, à la fin, tu as 1005 €. Okay. Tu vois, en gros, c'est vraiment ça augmente la valeur de ton investissement par rapport à l'inflation. Donc en fait, ton inflation, 0. Tu ne subis pas l'inflation. Okay. Par contre, si on est dans une période déflationniste, tu vois, là pour le coup, ça va baisser parce que ça va suivre l'inflation aussi. Donc si les prix baissent, tu as 1000 €, les prix ont baissé, tu n'as plus que 955 tu as 995, ça a baissé de 5%, tu vois. Donc c'est à double tranchant, c'est pour ça que, encore une fois, on parle de diversification. Mais voilà, pour simplifier le truc. Ok. Donc en gros, là, on est sur le moment où tu investis. Et d'ailleurs, c'est aussi peut-être un petit peu le moment de parler de la pierre papier, justement. Donc, pierre papier qui peut en effet faire partie d'un portefeuille, ça reste des actions, ça reste des biens, on va dire, mobiliers, puisque tu as l'immobilier et tu as le mobilier. Et donc ici, typiquement, ce sera, donc on peut le faire, où en fait, on va investir dans des sociétés qui ont des activités. Alors, il y a plusieurs activités dans l'immobilier. Tu vois, il y a la promotion, donc la création de bâtiments, par exemple. Tu as la location. Et dans la location, tu as différents types de métiers. Tu as la location saisonnière, tu as la location de gens normaux, tu as la location de biens professionnels, tu as la création, par exemple, et la location de maisons de retraite. Tu as plein de trucs. D'ailleurs, les maisons de retraite, un truc qui a l'air vraiment intéressant pour les années à venir avec l'espérance de vie qui augmente, etc. Mais bref, tu vois, tu as vraiment plein de métiers, encore une fois, dans l'immobilier. Donc voilà. Mais par contre, il existe des ETF qui vont reproduire l'évolution du marché immobilier. Et donc, tu peux investir dans ces ETF-là. Et voilà, tu vois. Après, tu as aussi donc des sociétés basées dans le domaine de l'immobilier qu'on appelle des REIT, c'est Real Estate Investment Trust. Donc en gros, c'est le marché de l'immobilier. Real Estate, c'est immobilier en anglais. Et donc, tu peux investir dans le marché de l'immobilier via des ETF et donc avoir ce qu'on appelle de l'immobilier papier. Donc en gros, tu vas bénéficier de la croissance du marché immobilier, tu vas bénéficier des loyers. Par exemple, quand tu investis dans un REIT, le REIT, lui, déjà va être dans le domaine de l'immobilier. Donc, si l'immobilier monte, ça monte, la valeur de ton achat, la valeur de ton ETF va monter. Mais également, ils vont, s'ils louent des biens, percevoir des loyers. Et ces loyers, au même titre que des dividendes, vont être reversés à la hauteur de ce que tu possèdes, à la hauteur de ta part dans l'ETF. Ok. Donc, c'est vraiment l'immobilier sans les inconvénients. C'est vraiment, au lieu de te dire, si je veux investir dans l'immobilier, le minimum dans ma ville est de 200 000 €, parce qu'il n'y a pas d'appart en dessous, ou alors c'est vraiment des trucs qui ne vont pas être top, je ne vais pas toucher des bons locataires, etc. Là, tu te dis, je peux investir dans l'immobilier, avoir en termes de pourcentage la même croissance, avoir en termes de pourcentage les mêmes loyers, sans faire de crédit, donc ce qui n'est pas forcément bien, parce que du coup, tu n'utilises pas ce levier, mais bon, bref. Tu fais pas de crédit, mais par contre, tu peux démarrer avec 1000 balles, même 100 balles, même 10 balles. Tu vois, tu peux démarrer dans l'immobilier avec 10 balles. Je crois que c'est 50 minimum, non ? Ça dépend de l'ETF. Tu peux avoir des ETF à moins de 10 €. Oui, ok, ouais. Donc, tu peux démarrer réellement dans l'investissement immobilier avec 10 €. Tu vois. Donc, c'est ça qui est fou. Et donc, voilà, c'est pour ça que je pense... Enfin, moi, c'est vrai que si je devais démarrer de zéro, tu vois, j'avais que 1000 € net, tu vois. Immobilier, ça me semble compliqué. Business, ça peut être... très bien. Moi, je pense que je commencerai par business. Et avec ce que le business va générer, je pourrais mettre un petit peu plus de cet argent justement dans la bourse pour démarrer et après l'IMO. Quelque part, au final, le business, ça devient presque un levier pour pouvoir investir dans le reste. Le business est un levier au même titre qu'un crédit immobilier, par exemple. Et justement, est-ce qu'il y a d'autres leviers au-delà des 1000 €, parce que faire un crédit pour 1000 €, c'est pas le but. Encore une fois, on a parlé du côté sécurité, qu'il faut avoir une logique aussi derrière. Mais est-ce qu'il y a d'autres leviers qui, pour toi, peuvent être super puissants ? Donc là, on a dit on a dit business, crédit. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Alors, crédit pour investir, mais pas investir en bourse.
Oui. Non, enfin voilà, tu vois. Faut pas faire un Cofidis pour investir en bourse. Faut pas. Bon après, moi je donne pas de conseils financiers. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr. Moi c'est ce que je ne ferai pas. Encore une fois, pas de conseils financiers. Qu'est-ce que je veux dire? Donc tu as le crédit par exemple pour investir en bourse. Tu as les leviers d'investissement en bourse. Crédit pour investir en immobilier. Crédit pour investir en immobilier. Tu as les leviers d'investissement en bourse. Par exemple, tu as des ETF avec des leviers. Tu peux par exemple, donc levier très, ça peut être intéressant, mais risqué. Encore une fois, très risqué. Ça peut être très intéressant, mais très risqué. Le levier, comment ça marche? Tu peux acheter un ETF avec un levier x3 par exemple. Donc en gros, si le marché monte de 1, toi tu montes de 3. Si le marché baisse de 1, tu baisses de 3. Donc très risqué parce que ça peut faire tac. Enfin, en fait, ça, en gros, tu vois, là où un ETF est très peu volatile, il devient volatile. x3. x3, je précise que en termes de pourcentage, ça commence à devenir c'est pas mal, bien. Voilà. Donc ça peut être très très puissant. Comme ça peut être terrible. Voilà, c'est le mot, ça peut être terrible. Parce que tu peux réellement arriver à zéro très rapidement, quoi. Donc, tu as des ETF à levier. Voilà, encore une fois, ça dépend. Tu peux le faire avec 5% de ton portefeuille. Ou alors plus si tu as ce tempérament de dire, moi, je prends le pari, enfin, je suis prêt à accepter une perte de 50%. Autant te dire qu'avec un levier x3, ça peut se faire demain. Tu vois, ça peut se faire dans la nuit. C'est très rapide. Peut-être pas, mais ça peut aller vite. Tu vois. Donc à voir. Après, donc, tu as le crédit pour l'IMO, tu as le mindset, la connaissance. C'est le plus gros levier en réalité. On ne peut pas le toucher, il n'est pas malléable, etc. Il n'est pas tangible, mais c'est le plus gros levier. Tu as les leviers du coup en bourse. Et puis après, ton temps est le plus grand levier. Le temps que tu vas y passer, le temps que tu vas faire pour apprendre, le temps que tu vas faire à analyser, etc. Ça reste un levier. Mais bon, je pense pour parler de trucs plus concrets, comme tu disais, levier d'investissement et les leviers, levier d'investissement et les leviers bancaires, les crédits bancaires pour l'IMO. Ok. Et donc justement, là, on a la fameuse étape aussi où, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, après avoir investi, après tout ça, tu cash out, quoi. Alors voilà, comment la stratégie de sortie. En fait, si tu veux, ça dépend pourquoi à la base tu investis. Est-ce qu'il n'y a pas une étape aussi avant, justement, en fonction des investissements, tu ne vas pas forcément récolter les bénéfices de ton investissement peut-être de la même manière? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on en a parlé, les dividendes, la vente avec de l'IMO ou des loyers, tu vois, qui s'apparentent aux dividendes. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être justement La plus-value. Ok. Mais généralement, ça, c'est la revente. Généralement, tu vas avoir, on va dire, si je prends l'immobilier par exemple, pour gagner de l'argent dans l'immobilier, tu as les impôts, tu fais des crédits d'impôts, donc tu réduis tes impôts. Tu peux également faire une plus-value. Donc tu as acheté un bien X, tu le revends plus cher, tu as une plus-value, c'est imposable. Sauf en France si c'est une résidence principale, mais ça reste imposable. Comme n'importe quel impôt, je crois que c'est 30% de mémoire, un truc comme ça. Sur les bénéfices. Voilà, donc tu as fait une plus-value de, mettons, 20 000 euros, tu enlèves les impôts et tu as gagné de l'argent. Tu as également la couverture contre l'inflation, donc c'est difficile à représenter, mais par exemple, quand tu achètes un bien immobilier, tu l'as acheté à un prix, à un moment X. Par exemple, tu achètes un appart 100 000 euros, tu l'as acheté 100 000 euros. Si tu as fait un crédit, tu rembourses, même pendant 25 ans, 100 000 euros. Tu rembourses 100 000 euros, même pendant 25 ans. Sauf que 100 000 euros en 2000 et 100 000 euros en 2025, c'est plus les mêmes 100 000 euros. En 2025, 100 000 euros, ça représente peut-être l'équivalent de 50 000, tu vois, j'en sais rien. Donc en fait, tu gagnes de l'argent indirectement s'il y a de l'inflation, parce que tu rembourses quelque chose qui vaut moins à un instant T que quand tu l'avais payé. C'est le déficit entre ton taux d'intérêt et l'inflation. Au final. Je sais pas. C'est l'écart. J'en sais rien, j'ai pas compris ta formule, mais voilà. Mais tu m'as compris. Donc tu vois, déjà, tu as vraiment cette couverture de l'inflation qui est hyper intéressante. Tu as les loyers aussi. Donc en immobilier, si par exemple tu as un crédit qui te coûte moins cher que ce que tu encaisses en loyer, c'est intéressant. Et puis après, je pense que c'est tout. Après, il doit peut-être y en avoir d'autres, mais là, comme ça en tête, j'en ai pas. Tu vois, c'est vraiment les principaux. Tu vois, plus-value, rentabilité avec les loyers, crédit d'impôt. Et voilà. Donc, quand tu as investi en bourse,
là, pour le coup, en fait, c'est le même principe, plus-value. Tu as acheté une action 100, la valeur augmentée, elle vaut 300, tu as gagné 200, imposable à 30% également, si tu es en France. L'impôt dépend de ta résidence fiscale. Oui. Si tu es à Maurice, c'est 0. Ouais. Donc c'est intéressant, parce que les dividendes à Maurice sont imposés à 0. Donc si tu fais une plus-value de 200 €, tu as 200 €. À Maurice, ok. Il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. Ouais. Donc il n'y a pas d'impôt sur... en fait, c'est de la plus-value, c'est le même principe. C'est pareil, ouais. Ça, c'est à Maurice. En France, c'est 30%, c'est la flat tax que Macron a mis en place. Donc ça peut changer en fonction de quand les personnes regardent la vidéo là, mais parce que forcément c'est des lois qui évoluent. Il suffit que demain on change de président, la loi change, machin. Donc voilà. Donc tu as la plus-value et tu peux également gagner de l'argent avec les dividendes. Donc les dividendes sont reversés à des rythmes définis par l'ETF ou la société que tu as achetée. Ça peut être tous les mois, ça peut être tous les trimestres, ça peut être tous les ans. Et en gros, qu'est-ce que c'est les dividendes ? À la fin de l'année, une société fait son bilan ou, du coup, ça dépend des politiques encore une fois, mais je vais prendre le principe qu'il les reverse une fois par an. À la fin de l'année, la société fait son bilan et elle dit on a fait 100 de bénéfices. 100 de bénéfices. Eh bien, ces 100 €, on va les reverser à part égale en fonction des investisseurs. Donc, lui qui a 1%, il aura 1 €. Lui qui a 10%, il a 10 €. Lui qui a 0,001%, il a 0,001 €, etc., etc. Et donc, tu as une part des bénéfices que la société a décidé de reverser. C'est ce que la société a décidé de reverser. Ce n'est pas le bénéfice de la société. Et tu récupères cette part pour toi. Donc, en fait, il y a des politiques de dividendes qui vont évoluer avec le temps. Il y a des sociétés qui vont décider d'augmenter la part de dividendes année après année, etc. Parce que si une société fait 10 milliards de dividendes et qu'elle décide de n'en reverser que 1 milliard, il n'y aura que 1 milliard qui seront reversés. Voilà. Mais c'est intéressant quand même pour eux de reverser les dividendes parce que pour tout un tas de raisons fiscales, etc. Machin. Donc voilà, donc ça reste quand même intéressant pour eux de les reverser, mais c'est une façon de gagner de l'argent. Ce qui explique que en fait, parce qu'après on va revenir aussi à ta question de cette stratégie de cash out, tu vois, de récupérer ton argent. Ce qui explique en fait que quand tu investis en bourse, tu as une valeur de portefeuille qui évolue, mais tu as également un gain mensuel ou annuel qui va évoluer. Parce qu'en fait, les deux sont liés. La valeur de ton portefeuille évolue et comme la valeur de ton portefeuille évolue, ce que tu gagnes avec tes dividendes suit la valeur de ton portefeuille. Si tu as 100 000 et que tu as 10% de rentabilité, tu gagnes 10 000 par an. Si tu as 1 million et que tu as 10% de rentabilité, tu gagnes 100 000 par an. Ce qui est logique. Et donc, en fait, avec le temps, même si tu achètes une boîte, une seule société, 100 €, et que tu attends sans rien faire 50 ans, et que cette société, dans 50 ans, elle vaut 1 million, et ben en fait, tu vas gagner tous les ans, si c'est 10%, 100 000, alors que tu as mis 100 balles à la base. Donc ça, c'est vraiment comme ça que ça marche. Donc en fait, on a deux stratégies en vrai. Enfin, en vrai, deux stratégies. Enfin, non, je pense qu'il y en a une infinité, ça dépend vraiment du truc. Mais tu vois, genre, tu peux acheter tes actions. D'ailleurs, on n'a pas parlé de comment les acheter. C'est vrai. On va en parler. On peut en parler même avant de cash out, pour le coup. En gros, pour l'investissement, il y a plusieurs possibilités. Soit tu peux, par exemple, investir tout d'un coup. Imaginons, tu as 1 000 €, typiquement, tu investis ces 1 000 €. Le problème, en fait, de ça, c'est que tu vas investir à un moment T du marché, mais tu sais pas, au moment où tu investis, tu sais pas si tu es en haut, si tu es en bas, etc. Donc en fait, il existe une stratégie qui s'appelle le DCA, le Dollar Cost Averaging, qui te permet en fait de lisser ton entrée dans le marché. Au lieu de rentrer à 100, tu vas rentrer tous les mois. Par exemple, tu as 1 000 €, et ben, au lieu d'investir 1 000 € cash, tu vas investir 83 € pendant 12 mois. 83 par mois, ça voilà. Donc tu investis 83 € pendant 12 mois. Tous les mois, tu investis 83 au lieu de mettre tes 1 000 € cash. Est-ce que c'est 83 le calcul ? J'étais en train de le calculer, mais c'est ça. Si, c'est 83. 83. Donc tu mets 83 € en janvier, 83 € en février, etc., etc. Et à la fin de l'année, tu as mis 1 000 €. Mais au lieu de mettre tes 1 000 € directement en janvier quand le marché est à un prix donné, eh bien tu l'as mis à 83 tous les mois. Donc parfois tu l'as acheté trop cher, parfois tu as acheté à un prix très intéressant, parfois tu as acheté à un prix moyen, etc. Mais en fait, ce qui est important, c'est que ton prix est lissé au milieu de l'année. Et si ça se trouve, tu as acheté à un prix intéressant. Enfin, en tout cas, ça te permet de lisser tes performances.
Et c'est en réalité ça qui est intéressant parce que... Ça neutralise la volatilité en fait. Alors ça réduit la volatilité. Ça te permet également de réduire le côté psychologique parce que en fait ce qu'on ne se rend pas compte c'est que psychologiquement c'est beaucoup plus dur de mettre tes 1000 euros et imaginons le lendemain où tu as mis tes 1000 euros ça perd 20%. Ouais. Tu vois ? Alors que si tu as mis 10% de la somme que tu veux mettre, qu'elle perd le lendemain 20%, bah, c'est 10% de la somme totale que tu voulais mettre, donc ça va. Et du coup, en fait, psychologiquement, c'est beaucoup plus simple parce que sinon, tu mets 1000 euros, tu attends un an sans rien faire. Ou alors, tu te dis, bah, moi, je veux mettre 1000 euros par an et donc tu mets 83 euros par mois. Et c'est tout. Tous les mois, tu fais un virement sur ton broker et tu mets tes 83 euros. Psychologiquement, c'est beaucoup plus facile parce que toi, tu as ton budget mensuel dans ta famille, dans ta vie, dans ton machin. Et tu te dis, bah, en fait, je vais mettre cette somme-là. Tous les mois, je vais l'investir en bourse. Au bout d'un an, ça fera 1000. Au bout de 2 ans, ça fera 2000. Au bout de 3 ans, ça fera 3000 que j'ai investi. Mais dans la réalité, le marché va évoluer. Et donc, en fait, j'aurai peut-être beaucoup plus que ça dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Parce que le marché aura évolué. Et entre-temps, tu reçois des dividendes tous les mois, tous les ans, ça dépend. Et tous les mois, en fait, tu vas recevoir des dividendes. Et ces dividendes-là, il y a plusieurs manières du coup de les récupérer. Donc là, on a expliqué comment investir. Premièrement, quand tu achètes un ETF, je vais prendre le cas des ETF, ils peuvent être distributifs ou capitalisants. Okay. Donc en gros, soit tu récupères tes dividendes tous les mois, soit les dividendes sont automatiquement réinvestis. C'est-à-dire, tu as ta part de dividendes qui te revient, tu as mis 100 euros, tu as 5 euros de dividendes par exemple. Soit on te dit, je t'envoie un chèque tous les mois de 5 euros. Et ces 5 euros, tu achètes ce que tu veux avec. Soit on les réinvestit directement dans ton portefeuille. C'est-à-dire, en fait, l'argent ne sort pas, il reste. L'intérêt de ça, il est quoi ? Il est fiscal. Parce que si on t'envoie tes 5 euros par chèque, tu vas devoir donner 2 euros d'impôt à l'État. Si on les réinvestit directement, c'est pas imposé. Donc ces 5 euros réinvestis vont continuer de fructifier et donc monter. Tu vois ? Ouais, je vois bien. Donc l'intérêt fiscal est intéressant si tu es dans une démarche de capitalisation, c'est-à-dire généralement quand tu es jeune, l'intérêt c'est pas forcément d'avoir tout de suite les fruits de ton travail, etc. Tu veux que ça te serve pour ta retraite par exemple. Donc ça peut être intéressant de capitaliser pendant que tu es jeune afin de pouvoir retirer ces dividendes quand tu seras vieux. Et là ça peut être intéressant. En fait, l'idée que moi j'ai dans mon investissement, je vais parler de mon exemple, c'est capitaliser. Je mets l'argent dont je n'ai pas besoin aujourd'hui pour pouvoir la retirer plus tard quand je ne voudrais plus travailler. Aujourd'hui, je travaille, donc je vais essayer d'avoir un niveau de vie qui me permet de mettre de l'argent de côté. Cet argent, je n'en ai pas besoin parce que mon niveau de vie me convient. Donc cet argent dont je n'ai pas besoin, au lieu de l'investir dans des conneries comme des nouvelles paires de chaussures ou des trucs de merde qui servent à rien, je vais capitaliser dans mon fonds, dans mon placement, enfin dans mon portefeuille. Et les dividendes, je vais également les réinvestir parce que j'ai pas besoin de ça, puisque j'ai voilà. Donc mes dividendes, je les capitalise. J'investis tous les mois. Je vais faire ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, exactement comme si je cotisais pour la retraite en fait. Tu vois. Et plus tard, je pourrais à ce moment-là me dire ça y est, j'ai assez capitalisé, maintenant je veux mes dividendes. Et là du coup, je récupère mes dividendes et tous les mois, mon portefeuille, imaginons qu'au bout de 20 ans, 30 ans, il vaut 1 million d'euros. Et je vais me dire je vais récupérer mes dividendes tous les mois. Et sans même toucher à mon portefeuille, mon portefeuille est toujours de 1 million. Par exemple, il est de 1 million. Je ne vais pas retirer 100 000 du portefeuille et maintenant il vaut 900. J'ai 1 million. Et c'est ce million-là qui me génère des dividendes. C'est-à-dire, c'est des dividendes qui sont générés par exemple tous les mois. Et tous les mois, je reçois 2 000, 3 000, 4 000 euros qui viennent dans mon compte parce que j'ai 1 million. Mais j'ai toujours 1 million. Et je peux, en plus de ça, récupérer, si j'ai un gros investissement à faire, je vais acheter ma maison, par exemple, je retire 500 000 et j'achète ma maison. J'ai toujours 500 000 en bourse qui me génèrent des dividendes tous les mois. Et en plus de ça, j'ai ma maison, etc. En fait, ce qui est assez fou, ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de retraite aujourd'hui, comment ça marche ? Tu es salarié, tu cotises pour la retraite et plus tard, on te donnera de l'argent pour ta retraite. Mais tu n'as pas une somme fixe. Tu as 1 500 euros par mois. En bourse, tu as ton million que tu peux cash out quand tu veux, tu as ton million que tu peux retirer et tu as en plus les 1 500 euros. Tu vois la différence ? Et donc en fait, c'est comme si la retraite te disait, c'est comme si avec la retraite, on te disait, tous les mois, vous allez cotiser. À la fin de votre vie, vous aurez peut-être 200 000 euros de côté.
Et en plus des 200 000 qu'on vous mettra, qu'on vous donnera, on va vous faire un virement de 200 000 au moment de la retraite. Et en plus de ça, après vous avoir fait ce virement, on vous envoie 1 500 tous les mois. Tu vois la différence ? Sauf qu'aujourd'hui, on t'envoie juste les 1 500. Ouais. Et donc, c'est la plus grosse douille qui existe. Ah ouais, non, mais pour le coup, vraiment. Surtout qu'on vous invite à faire les calculs. Hein. Mais il n'y a pas besoin de grosses sommes à investir tous les mois pour arriver réellement à une somme qui est bien plus conséquente. C'est ça. En fait, vous regarderez dans la description, j'ai fait une formation gratuite de 4 vidéos qui vous montrera ça. Il y a des courbes en fait, qui expliquent le principe de l'effet cumulé parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une courbe exponentielle. 1%, en fait, c'est comme, tu sais, ce truc de tu prends 1 centime et tu multiplies par 2. Ouais. Au bout de 30 jours, ça fera plus d'1 million. 1 centime multiplié par 2. Ouais. Au bout de 31 jours, ça fait plus de 2 millions du coup. Ouais. Tu vois, parce que si tu prends 1 centime x 2, ça fait 2 centimes. 2 centimes, voilà, c'est exponentiel. 2 centimes x 2, 4 centimes. 4 centimes x 2, 8 centimes, etc. Très rapidement, tu arrives à 1000. 1000 x 2, 2000. 2000 x 2, 4000, etc. Et c'est vraiment exponentiel. Ah ouais, et en fait, la bourse, c'est comme ça. Parce que là, je prends l'exemple de 2. Donc 2, c'est un très gros multiplicateur. Tu vois, tu as x2 par an, t'es chaud. Tu vois. C'est pas mal. Mais quand tu fais du 10% par an, au bout de 2 ans, ça devient déjà important, au bout de 3 ans, et au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est gigantesque. C'est énorme. Et quand, au bout de 20 ans, 30 ans, si tu as mis par exemple 30 ans pour avoir 100 000, il te suffit d'1 an de plus pour faire 110 000. Ouais, bien sûr. Et il te suffit d'1 an supplémentaire pour faire 122 000. 120 000. Si, 121 000. Oui, parce que tu as 110 000 et donc 10% de 110 000, ça fait 11 000. Donc 121 000, etc. Après, c'est exponentiel. Si tu as mis 50 ans pour avoir 1 million, il te suffit d'1 an supplémentaire pour faire 1 100 000. Ah ouais, c'est... Tu vois ? Et donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, tu as mis 50 ans pour gagner 1 million, 1 an de plus pour gagner 10% de cette somme, 100 000 euros. Ah, et donc, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que tu vas pas investir de ta poche 1 million. C'est que tu vas peut-être investir 200 000, 300 000 au cours d'une vie. Tout le monde, tout le monde peut le faire. Presque tout le monde, en vrai, a près d'1 million d'euros qui lui passent dans les mains. Si tu as un salaire autour des 2 000 euros à peu près, tu as 1 million dans ta vie qui te passe dans les mains. La plupart des gens, s'ils investissent, gagneront plus avec les investissements en bourse ou par exemple, ou l'IMO, peu importe, qu'avec ce qu'ils ont gagné en tant que salarié. Ah bah, bien sûr. Donc voilà. Et donc en fait, cette stratégie de cash out, tu vois, il y en a plusieurs. Tu peux récupérer ton argent. Tu auras un petit 30% d'imposition. Donc voilà, tu as 1 million, tu payes 300 000. Mais bon, voilà, au moins c'est... Voilà. On le prend. on prend les 700 000 qui restent. Tu auras cette possibilité de revendre tes actions, tes ETF, ce que tu veux. Tu as également la possibilité de juste récupérer tes dividendes et tu gardes ton million. Comme ça, ton million reste au chaud. Et tu récupères tes dividendes tous les mois. Ça te permet de vivre. De toute façon, le plus important, c'est le cash flow. C'est pas l'argent fixe. Bref, voilà, il y a plein de... Au final, ouais, tu peux aussi le faire petit à petit. Tu vois, tu peux aussi te dire, je vais pas attendre la retraite. Je vais le faire petit à petit. Tu vois, à partir du moment où j'ai 1 000 euros de dividendes, moi, ça me convient. Donc, dès que j'atteins mon niveau de dividende que je voulais, qui remplace un salaire, par exemple, je décide de les prendre. Que ce soit la retraite ou pas, je les prends. Et à partir de là, ça ira plus lentement parce que tu ne réinvestis pas tes dividendes tous les mois. Mais tu as décidé dans ton plan de te dire, dès que j'atteins 1 000 euros de dividendes mensuels, je décide de les récupérer pour me faire plaisir là aujourd'hui avec ma famille, mes amis, etc. Donc c'est aussi possible. Ouais, c'est ça. Après, c'est aussi en fonction, c'est toujours pareil, c'est en fonction de ce que tu veux avoir. Au final. Ouais, c'est pour ça que quand on parle d'investissement, c'est vraiment personnel. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan prédéfini, très clairement. Mais du coup, c'est aussi une bonne chose parce que tu vois, il y a beaucoup de personnes, tu vois, par exemple, moi je prends l'exemple de ma grand-mère. Aujourd'hui, sa retraite, alors qu'elle a bossé fou avant, enfin, comme tout le monde, tu vois, en ce moment. Mais, et justement, tu arrives à avoir plus que la retraite avec 100 000 euros de mis de côté, tu vois, sur une vie de boulot. Genre en vrai. 100 000 euros, peut-être pas plus, ça dépend des retraites. Ouais, mais ça 100 000 euros en dividende, ça va pas être énorme en dividende. En dividende, tu seras à 10 000. Par contre, en valeur, non, ça c'est la valeur, ça c'est la plus-value. Les dividendes ne sont pas de 10%, ça dépend des sociétés. Oui, ouais, ok. Tu peux avoir des sociétés qui vont te reverser 1%, 2% de dividendes. Donc, par exemple, les dividendes, c'est rarement... Tu vois, tu as des dividendes, par exemple, qui vont être entre 3 et 5%.
Okay. Mais la très grande majorité, tu es à 1, 1,5, 2%, tu vois, voilà. Okay. Donc, ce qui est déjà vraiment intéressant, hein, parce que si tu as 1 million, tu fais le calcul, tu vois. Oui. Mais en gros, avec 100 000 en termes de dividendes, ça va pas être énorme, tu vois. Tu vas peut-être gagner 1 500 euros par an de dividendes. Ouais. Ce qui est quand même, pour beaucoup de personnes, un vrai plus à la fin de l'année. En vrai, tu vois, c'est un 13e mois. Tu as un 13e mois avec ça. Mais après, c'est vraiment exponentiel, donc ça va monter. Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que tu as les dividendes plus. C'est pas l'un ou l'autre, c'est dividendes plus la plus-value. Ouais, okay. C'est-à-dire que tu as tes 1500 de dividendes purs que tu peux réinvestir ou cash out. Et tu as en plus une plus-value de 10%. Théorique, hein, bien sûr, parce que ça dépend des périodes. En fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 10%, c'est lissé sur des dizaines d'années. Parce qu'il y a des années où le marché progresse de 30%. Tu as des années où le marché baisse de 10-20%. Tu as des années où le marché progresse de 50%. Tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant de noter, c'est pas ça. C'est pas le court terme, en fait. Oui. C'est vraiment sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, lisser le marché aux États-Unis au cours des 40 dernières années, il a fait 10% par an à peu près. Tu vois. Donc, il y a des années où il a eu une énorme croissance. Il y a des années où en 2008, il a perdu 50%. Donc, en fait, tu as 100 000, tu as 50 000 à la fin de l'année. Tu vois. Au bout de 2 ans. Mais en fait, ce qui est important, encore une fois, c'est que quand il vient de baisser, c'est le meilleur moment d'acheter, de réinvestir, de racheter peu cher pour ensuite avoir une progression, etc. Ok. Et donc justement, comment est-ce que tu achètes tout ça ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu définis ton budget, en fait. Tu définis le budget que tu veux mettre tous les mois et tu vas sur ton broker et tu achètes les ETF que tu as décidé d'acheter. Okay. C'est très simple en réalité. Tu peux même le faire depuis ton téléphone. Ouais, il y a des applis. Il y a des applis, ouais. Donc après, il ne faut pas prendre n'importe quel broker parce qu'il y en a des plus safe que d'autres, des brokers qui sont plus sérieux que d'autres, qui ont plus de garanties, machin, etc. Mais c'est aussi simple que ça. Ok. Et est-ce que l'expatriation, justement, peut être aussi un des fameux leviers ? Parce que c'est ce qu'on disait aussi un petit peu, tu vois, c'est en fonction aussi de l'imposition. Ouais, en fait, s'expatrier, ça peut avoir du sens par rapport aux dividendes. Parce qu'en fait, quand tu investis en bourse notamment, tout est imposable sous forme de, en France, de flat tax. Donc, tu as de la plus-value, c'est 30%. Tu as des dividendes, c'est 30%. Et donc, si tu veux, oui, c'est intéressant si tu vas dans un pays où il ne s'est pas imposé sur les dividendes. Il y a beaucoup de pays où il n'y a pas d'impôt sur les dividendes. À Maurice, par exemple, on est à 0. Donc, on a de l'impôt sur les sociétés, c'est 15%. Donc ça, on l'a, comme en France. En France, c'est le premier palier, 15%, et ça peut monter plus haut. Mais en gros, on a un impôt sur les sociétés, etc. Mais sauf qu'en France, tu as les 15% plus les 30% de dividendes. Oui. Alors qu'à Maurice, tu as 15%, c'est tout. Et donc, si tu es le chef de l'entreprise, imaginons que tu as ta boîte, parce que ça marche aussi si c'est ta boîte. Tu as ta boîte. En France, tu veux sortir 10 000 euros de ta société, ça va te coûter 3 000. Du coup, il te restera 7. Ouais. À Maurice, tu veux sortir 10 000, tu as 10 000. Donc, c'est la différence. Et du coup, ça marche pareil en bourse, puisque si tu achètes une action et que cette action te reverse des dividendes, c'est comme si tu sortais de l'argent de ta boîte, en fait. C'est le même principe. À Maurice, tu récupères cet argent net. En France, tu auras 30% de moins. 30% de moins qu'il faudra... tu les as pas en moins, en réalité. Il faudra les payer. Ouais, il faudra les payer. Il faudra les déclarer, les payer, etc. Donc, il ne faut aussi pas se faire avoir par rapport à ça. Il faut bien faire les trucs. Il faut le prendre en compte. Puis ça fait partie au final de la stratégie, du coup. Parce que c'est aussi l'idée. Si tu sais que ça va te prendre 30%, tu vois, et que tu n'en as pas besoin, tu le laisses dedans et puis tu fais accumuler, quoi. Parce que ça fait un gros trou dans ton portefeuille. Tu vois, 30%, vaut mieux éviter. C'est pour ça qu'il y a un point vraiment essentiel dont on n'a pas parlé encore, c'est le rééquilibrage. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en compte, c'est que toi, tu as défini un portefeuille en te disant, je veux, pour faire simple, 50-50. 50% actions, 50% obligations. Mais dans les faits, le marché ne performe pas toujours à la même vitesse en fonction de l'actif. Ouais. Tu peux acheter 50-50 à un instant T, mais vu que les actions ont très bien performé pendant un an et que les obligations, elles ont fait vraiment pourri, tu vois, et en fait, à la fin de l'année, tes actions ont pris en valeur. Imaginons, tu as acheté une fois et du coup, tu n'as pas réacheté. Tes actions ont pris de la valeur et tes obligations ont baissé en valeur. Okay. Tu te retrouves avec un portefeuille à 70% actions, 30% obligations. Donc, un truc qui ne correspond plus à tes règles de risque. Oui. Tu vois, imaginons, pour prendre un autre exemple,
tu as acheté 50% d'actions très risquées et 50% d'actions très peu risquées. Tes actions très risquées ont porté leurs fruits et ont explosé. Tu te retrouves à la fin de l'année avec 95% d'actions très risquées, 5% d'actions peu risquées. Tu vois. Et bien forcément, à la fin de l'année, ton portefeuille n'est plus du tout le même. Tu es presque à 100% risque. Tu vois. Donc en fait, tu es obligé de faire ce qu'on appelle du rééquilibrage. Pour régulièrement en fait, dire là, c'est bizarre, tu vois, j'ai mon portefeuille action là qui est trop conséquent par rapport aux règles que je m'étais mis, donc il faut que je rééquilibre. Et rééquilibrer, il y a deux façons de le faire. Soit tu vends d'un actif pour en acheter plus de l'autre, mais le problème c'est que tu passes par la case impôt. Et là, ça devient problématique parce que tu vends 1000, mais tu peux remettre que 700. Donc en fait, tu as perdu 30% de cette part. Donc ça va faire un gros trou dans ta performance. À la fin de l'année, ça peut presque te coûter ta performance en fonction en fait, de la taille de ton portefeuille, etc. Ou alors tu te dis, ce que je vais faire, c'est que ce mois-ci, je vais juste pas acheter de ça. J'avais prévu d'acheter 50% d'obligations, mais je vais juste acheter 100% d'actions ce mois-ci. Et donc, ça va me permettre de rééquilibrer. Donc, au lieu de vendre d'un pour racheter de l'autre, je vais racheter que de l'un pour le rééquilibrer. Et tu n'as pas la possibilité de faire, entre guillemets, juste un change? Ça marche pas? Non. Que tu pourrais faire avec de la monnaie, par contre? En fait, ça va dépendre de ce que tu vas avoir. Non, même principe. Même principe, tu seras toujours imposé quoi qu'il arrive. En fonction du pays, toujours. En fonction du pays. Et dans tous les cas, mais même dans tous les cas, en fait, ça n'a pas d'intérêt de faire ça parce que au-delà de l'imposition, tu as des frais sur les plateformes. Tu as des frais, la plateforme te fait des frais en fait quand tu vas acheter, quand tu vas vendre, quand tu vas faire des trucs. Dès que tu fais déplacer de l'argent, en fait, coûte toujours de l'argent. Ça coûte très cher de déplacer de l'argent. Que ce soit d'un compte à l'autre, nous, tu vois, on le voit encore plus à Maurice, tu vois, quand tu changes du roupie en dollars pour en faire de l'euro, pour le mettre dans un compte, c'est à chaque fois, tu as de l'argent, déplacer de l'argent coûte de l'argent. Donc, si tu peux éviter de sortir ou de déplacer ou de machin, c'est mieux. Tu n'auras pas ces frais. Je pense que c'est assez complet. Je pense qu'on est pas mal pour le coup. En ce moment, je pense que j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, d'ailleurs, allez voir dans la bio du podcast. Vous avez une formation gratuite. Il y a 4 vidéos où je vous montre beaucoup plus en détail, d'ailleurs, la stratégie dont on a parlé sur les ETF, etc. C'est le cœur de cette formation gratuite où en fait vous verrez comment, en gros, investir, comment définir votre profil d'investisseur, comment éviter les risques, comment en réalité ne presque jamais perdre. Voilà, je vous montre tout ça dans la formation et on va même je vais investir sous vos yeux plusieurs milliers d'euros. Donc je partage mon écran et je fais un investissement en bourse de plusieurs milliers d'euros en partage d'écran dans cette formation gratuite. Comme ça, ça rend les choses plus concrètes. Donc allez voir, c'est dans la description, c'est le premier lien. Et puis je pense que on a terminé. Et puis je vous laisse mettre un commentaire si vous avez d'autres sujets, que ce soit investissement, business, mindset, expatriation, vie de famille, j'en sais rien, tout ce que vous voulez. Franchement, n'importe quel sujet, franchement, on est vraiment ouvert à ça. Voilà. Et si également vous pensez à des guests que vous voudriez qu'on ramène. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine, vous pensez à, je sais pas, une personne que vous suivez sur les réseaux, YouTube, Instagram, ce que vous voulez. Dites-nous son nom et peut-être qu'on pourra l'inviter, soit en physique, soit en visio. On verra comment on peut faire pour pouvoir échanger avec elle si c'est une personne que vous aimez bien, que vous suivez, pour l'interroger tout simplement. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Je vous laisse regarder encore une fois dans la bio pour la description, dans la description pour la formation gratuite si éventuellement vous voulez aller plus loin. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao. Salut.